Soyez comme le duvet, soyez comme la plume d'oie des oreillers doux. Bonjour à tous, bienvenue dans le nouvel épisode de Qui relève de l'entrevue. Aujourd'hui, on est avec Naomi Descaries-Degnaud qui fait partie de la plateforme Tank. Bonjour Naomi. Allô. Et avec l'inénarrable Alexandre Ruffier. Bonjour. Donc oui, Naomi, tu es co-directrice et directrice artistique et cofondatrice de Tank Canada. Est-ce que c'est Tank Canada ou Tank Québec? Tank Canada. Tank Canada. Et donc aujourd'hui, on t'a invité pour parler donc de la plateforme Tank, qui est une plateforme donc dédiée entièrement au cinéma documentaire, à la diffusion du cinéma documentaire. Et comme on a un podcast sur le cinéma documentaire, on s'est dit que c'était aussi important de parler de l'aspect diffusion. Et donc on t'accueille aujourd'hui pour répondre à quelques questions et puis parler généralement de la plateforme Tank qu'on apprécie beaucoup de manière générale. Est-ce que tu veux y aller, Ludie, avec la première question? Oui. Est-ce que d'abord tu serais d'accord de nous décrire un petit peu dans tes mots ce que c'est la plateforme Tank et qu'est-ce que c'est un peu la philosophie de cette plateforme? Parce que c'est vraiment pas une plateforme genre comme Netflix ou Disney+. Ouais, pendant longtemps, on était un peu dans les... on n'est pas ça. Puis là, je me suis fait dire qu'il fallait que je parle positivement. Alors, qu'est-ce qu'on est? Mais Tank, c'est une plateforme de diffusion de documentaires d'auteurs, donc qui est vraiment consacrée à ça, puis qui est un peu un modèle nouveau genre dans la mesure où à chaque semaine, on met en ligne 5 films qui sont choisis par une équipe de programmateurs-programmatrices. Donc, on est vraiment quand même... moi, je suis directrice artistique, mais je chapeaute comme toute une équipe de programmation. Puis, on a vraiment beaucoup de liberté. C'est un modèle qui est comme vraiment très emballant pour la programmation parce qu'on est sur le web et on bénéficie vraiment un peu de l'utopie du web, je dirais. Là, on dirait qu'on est comme un peu presque vintage là-dedans, là, mais on diffuse des films qui viennent de tous les pays, qui peuvent être de n'importe quelle durée, de n'importe quelle époque. Donc, on peut autant... à chaque semaine, on met 5 films en ligne, mais on peut avoir un film de 3 minutes, puis un film de 5 heures. Puis ces 2 films-là vont avoir comme la même attention, puis le même degré. On va les présenter dans le même écran. Là. On donne la même qualité de présentation pour chacune des œuvres. Puis aussi, même dans notre compréhension, dans notre perception du documentaire, on est très, très large. Donc, c'est pour ça que c'est un terrain de jeu qui est assez exceptionnel. Puis, c'est une plateforme qui a démarré en France. Donc, je peux peut-être un peu rentrer déjà dans la petite histoire, mais ça fait partie, je trouve, de l'ADN de Tank parce que nous, on a quand même bénéficié au Canada d'un modèle qui existait déjà, qui a été développé en France, puis qui, je trouve, est vraiment... en tout cas, pour moi, c'était un peu un modèle sans faille. Là. C'est pour ça aussi que j'avais envie de l'importer parce que je le trouvais exceptionnel, ce modèle, mais... C'est né dans un petit village en Ardèche, donc dans le sud de la France, dans un village qui s'appelle Lussas. Puis c'est un village qui est connu un peu par les gens qui sont dans le milieu du documentaire d'auteur parce qu'il y a notamment un festival qui existe depuis plus de 30 ans maintenant, qui s'appelle les États généraux du documentaire et qui est un festival non compétitif. Fait que ça aussi, ça fait partie un peu de l'ADN de cet écosystème de documentaires d'auteurs dans lequel nous, on s'insère. Mais parce que je me suis tellement habituée à raconter notre histoire en le personnalisant un peu. Puis là, Jean-Marie n'est plus dans l'histoire. Mais en tout cas, Jean-Marie Barbe, c'était un enfant du pays. Donc lui, il vient de Lussas. Il a grandi là. Il est allé faire ses études à Paris, puis il est revenu dans les années 70-80. C'est un militant écologiste, notamment, aussi très engagé socialement, qui voulait... sortir la culture des grands centres. Fait que lui, il s'est spécialisé en documentaire. Il a commencé à partir comme différentes boîtes, notamment de production, puis de la coproduction aussi à l'international. Donc, il faisait des genres de formations en URSS à l'époque, en Afrique, en tout cas, à différents endroits dans le monde. Donc, c'est quelqu'un qui, à la fois, qui avait cette perspective très internationaliste et en même temps qui était inscrit dans le local. Puis lui, il voulait créer un écosystème autour du documentaire d'auteur qui n'était pas à Paris. Donc, il est revenu à Lussas, dans son village d'origine, et il a parti les États généraux du documentaire. Puis ensuite, il y a eu comme plusieurs autres structures qui se sont greffées à ça. Puis c'est pour ça que c'est pas juste Jean-Marie. Là. Il y avait aussi comme, plein d'autres personnes et vraiment tout un milieu qui s'est développé. Mais moi, j'ai connu le projet par l'entremise de Jean-Marie qui était vraiment ce porteur de projet. Fait que c'est vraiment quelqu'un un peu comme une locomotive là, qui lance des projets comme ça. Puis après ça, les gens s'en emparent et les continuent. Fait qu'il y avait... Maintenant, en tout cas, là, à Lussas, je pense qu'il y a plus de 50 employés qui travaillent à temps plein dans le documentaire d'auteur et qui sont dans ce tout petit village-là de comme, je pense, 2000 habitants, qui est l'économie du village, c'est vraiment l'agriculture. Puis il y a comme cette espèce de pôle-là un peu inédit. Maintenant, ils ont même carrément construit un bâtiment qui s'appelle l'Imaginaire, là-dedans, il y a
le site Internet de référencement comme très, très connu dans la francophonie qui s'appelle filmdocumentaire.fr, que nous, on se réfère beaucoup à ça parce que c'est une base de données incroyable sur les cinéastes puis sur les films en cinéma documentaire. Il y a une formation en des études, un Master 2 de création en cinéma documentaire qui est lié à l'Université de Grenoble. Donc, les gens viennent à l'USAS, carrément dans le village, et ont des formations, font des films là. Il y a Doc Film Dépôt, qui est une plateforme pour déposer des films documentaires dans les festivals de documentaires. Il y a des boîtes de production. Il y a un distributeur international, Andana Film. Il y a, tu sais, vraiment, là, avec les états généraux aussi du documentaire, donc en nous, il y a comme vraiment beaucoup de gens, notamment beaucoup de Parisiens et Parisiennes, qui viennent et qui assistent au festival. Fait que c'est vrai, c'est tout un monde là, qui s'est développé. Puis le projet, en 2014-2015, que Jean-Marie avait comme envie d'avoir, qui est finalement devenu Tank, c'est que lui, il voyait... Bon, tu sais, comme c'était un peu aussi un vieux de la vieille, là, il doit avoir 80 ans maintenant, je ne sais plus. Mais il a quand même vu beaucoup de transformations du modèle économique, de financement puis de diffusion en documentaire. Puis la situation en France, elle ressemble quand même beaucoup au Québec. Fait que on peut pas calquer carrément le même modèle, mais ça ressemble beaucoup, même si en France, il y a quand même beaucoup plus de financement. C'est notamment le retrait des télédiffuseurs. Fait que pendant longtemps, les télés étaient quand même, surtout en France, assez engagées dans le documentaire de création. Il y avait des chaînes, notamment, qui expérimentaient avec des documentaires uniques, des formes, qui prenaient quand même des risques. Puis, petit à petit, les télédiffuseurs ont commencé à se retirer du financement puis de la diffusion pour embarquer plus dans des trucs plus formatés parce qu'on rentrait dans une guerre de codes d'écoute, notamment beaucoup pour les télédiffuseurs publics. Nous, au Québec, Canada, c'est ça qu'on a vécu aussi, c'est que petit à petit, les médias publics ont commencé un peu à jouer le jeu des médias privés à cause des enjeux de financement, puis parce que, bon, il y avait de moins en moins de financement public, et donc ils devaient aller chercher aussi des codes d'écoute et rentrer de l'argent par la publicité et tout. Donc, petit à petit, ces formes-là un peu fragiles, singulières, qui attirent un peu moins de gens, ont été mises en danger. Alors là, voyant cette grande tendance-là, puis voyant un peu aussi l'éclatement, parce que là, c'était le début aussi du web, fait que le début un peu plus des niches, des chaînes spécialisées, fait qu'on est vraiment dans un éclatement des canaux de diffusion, puis de la production aussi. Jean-Marie s'est dit, j'aimerais créer une télé. Au départ, c'était ça l'idée, c'était de créer une télé sur le web qui viendrait répondre, mais qui serait juste autour du documentaire, puis qui viendrait répondre un peu à cet enjeu-là, avec vraiment l'idée qu'il y ait du soutien à la création. Lui, c'était vraiment comme, créons une télé web et petit à petit, on va pouvoir embarquer et faire aussi du soutien à la création. Finalement, c'est devenu une plateforme telle qu'on la connaît. Vraiment, au départ, ils ont pensé ce modèle-là, puis c'est vraiment le modèle qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire, au départ, c'était un petit peu différent. On avait des plages de programmation. On avait comme différentes thématiques très transversales. Fait qu'il y avait comme art, écologie, politique, histoire. Puis pour chacune de ces plages-là, il y avait des binômes, donc des programmateurs, programmatrices invités qui restaient là pour 1 an puis qui sélectionnaient des films. Et l'idée, c'était d'avoir une rotation de films. Donc, à chaque semaine, eux, ils diffusaient 7 documentaires qui étaient mis en ligne puis qui restaient sur la plateforme pendant 2 mois. Parce que c'est aussi c'est vraiment, en tout cas, moi, c'est ce que je tire le plus comme conclusion de l'expérience à Tank, c'est à quel point c'est lié aux économies. C'est toujours des modèles économiques. T'sais. Là, par exemple, pour avoir les droits des films, on ne peut pas avoir, nous, des films qui restent longtemps sur la plateforme parce qu'on ne serait pas capable de payer les droits. Donc, d'avoir des films qui restent pendant 2 mois, là, on est capable d'aller chercher des licences qui ne sont pas très élevées, mais on se dit, OK, c'est pour 2 mois, on va avoir les droits des films qui vont être sur la plateforme. Et aussi, ça permet aux abonnés, parce que comment fonctionnent les plateformes, c'est des modèles par abonnement, ça permet aux abonnés d'avoir une programmation qui est toujours renouvelée. C'est sûr qu'il y a le modèle économique, puis après ça, il y a aussi des enjeux plus éditoriaux. Par exemple, ça permet que ça ne soit pas une espèce de mare stagnante de films et que les gens soient obligés un peu de faire, d'aller choisir là-dedans, puis de dire, bon, qu'est-ce que j'écoute, qu'est-ce que je vais choisir, mais plutôt d'avoir des propositions qui sont amenées. Fait que ça, c'est vraiment un des volets principal, vraiment, de Tank, c'est la question de l'éditorialisation. Donc, que les films soient sélectionnés par des êtres humains, soient défendus, puis qu'on ait comme une espèce de menu ou de carte qu'on envoie à chaque semaine, qu'on le fait via l'infolettre, où on dit aux gens, voici les œuvres qu'on a sur la plateforme, et voici pourquoi vous devriez les découvrir, pourquoi elles sont intéressantes. Donc, ça permet aussi, justement,
je disais qu'on se définissait beaucoup par la négative, mais pour moi, c'est l'inverse de Netflix. C'est l'inverse des grosses plateformes qui ont beaucoup, beaucoup de contenu, puis qu'après ça, on va embarquer dans des algorithmes de recommandation où on va avoir des espèces de créneaux de plus en plus pointus, là, où j'ai aimé du true crime et jusqu'à la mort, je vais écouter du true crime. Là. Nous, si c'est vous vraiment... avez aimé, Oui, c'est ça, exact. Là. Nous, on est vraiment dans une logique d'éclatement de ça. Donc, peu importe, les gens, c'est comme une espèce de dénominateur commun de la culture, un peu comme à l'ancienne, où on recommande. Vraiment aussi, au départ, comment on le défendait, c'est beaucoup la logique, un peu comme des libraires, qui disent ah ben moi j'ai aimé telle œuvre, donc voici, avec une recommandation humaine. Et hyper intéressant, et du coup, je me demandais comment est-ce que ça a été importé au Canada. Du coup, tu as participé à ça, ça s'est passé comment? Est-ce que t'as été en France et t'as découvert ça, puis tu t'es dit ce serait quelque chose qui manque dans le champ cinématographique au Québec? Comment ça s'est passé? Ouais, ça s'est passé un peu... les astres étaient alignés, là, je pense, parce que, dans le fond, moi, j'ai fait mon bac puis ma maîtrise à l'UQAM en cinéma. Puis, j'ai eu des profs extraordinaires, notamment Diane Poitras, que j'adore, qui enseignait l'histoire du documentaire. Puis moi, j'ai toujours adoré le documentaire. Je me rappelle là, quand j'étais jeune. Puis moi, curieusement aussi, d'un point de vue très biographique, là, mais je me rappelle avoir vu un documentaire de Magnus Isaacson, je pense, à la télé. Puis là, c'était la télé, là, dans ces années-là, en 2000-ish. Puis j'avais vu ça, puis je m'étais dit, ah tiens, c'est ça que je veux faire. Parce que ça venait réconcilier pour moi l'engagement politique, le langage cinématographique, des formes esthétiques, une recherche formelle. Tu sais, il y avait vraiment, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'absolument extraordinaire dans ce médium-là. Donc, tu sais, ça existait encore à ce moment-là de découvrir du documentaire d'auteur à la télé. Puis là, j'ai fait mes études de vraiment très, très classiques, genre cégep en cinéma, c'est bac en cinéma, maîtrise en cinéma, mais en pratique. Moi, je faisais, tu sais, à l'UQAM, c'est plus pratique, donc j'étais en réalisation, puis j'ai fait un mémoire aussi avec un film documentaire qui accompagnait mon mémoire. Puis, à la fin de ma maîtrise, je me rappelle que j'ai eu une espèce de vertige où je me suis dit, bon, là, je sors de l'école, ce lieu privilégié où je serais restée toute ma vie parce que c'est tellement confortable, et où j'avais accès aux ressources aussi en bibliothèque. Fait qu'il y avait comme... je me rappelle, là aussi, j'ai découvert des films extraordinaires peut-être plus aussi en cinéma de fiction, mais j'étais au cégep du Vieux avant d'aller en cinéma. Puis j'avais découvert la médiathèque. Et là, j'allais chercher des cassettes VHS puis des DVD, et je trouvais ça fantastique. Puis ça, c'était encore aussi le temps des ciné-clubs. Il y avait les ciné-clubs de répertoire, il y avait la Boîte Noire encore qui existait, il y avait Foss à Saint-Lambert, il y avait comme différents ciné-clubs qui existaient avec des vraiment cool propositions cinématographiques. Et là, ça disparaissait. Puis là, je savais que je m'en allais de l'UQAM, où j'avais accès à plein de films à la bibliothèque. Puis je me disais, mais où vais-je les trouver? Puis c'était vraiment les années où la Boîte Noire fermait, là. Fait que je comprenais pas. J'étais comme, je pourrais plus jamais trouver ces pépites-là. Et j'avais écrit à Diane, ma prof, en lui disant il faudrait partir une plateforme de documentaire parce que je me sentais vraiment perdue. Et là, après le temps a un peu passé, puis je me cherchais un peu, puis là, j'ai vu passer une proposition de stage à l'USAS. C'était comme avec l'Office québécois de la jeunesse, Québec Logique, en tout cas. Puis, c'était comme une opportunité de stage. C'était écrit dans une nouvelle plateforme documentaire, Tank, à l'USAS en France. Puis, j'étais comme, mais qu'est-ce que c'est? Parce que je pense, c'était en 2017, je pense, fait que ça venait tout juste d'être lancé. Puis nous, c'était pas difficile au Canada, fait qu'on pouvait pas savoir que ça existait. Et là, je me suis dit, mais c'est incroyable. Tu sais, c'était vraiment comme Dieu me parlait, là. Fait que j'ai postulé. Après ça, j'ai fait un entretien à distance. Puis j'ai dit comme, mais moi, je veux venir demain matin, là. C'est comme, je veux voir ça. Puis je suis vraiment partie, je leur ai pas dit sur le coup, mais j'étais comme, je me disais, je veux aller voir comment ça fonctionne et je veux le ramener au Québec. Fait que dès que je suis arrivée, je leur ai dit rapidement, mais je veux que ça existe aussi au Québec. Est-ce que pouvez-vous m'aider? Fait que là, ils m'ont dit, ben oui, tout à fait. Parce que Jean-Marie, son idée, c'était d'avoir un international, un genre de réseau international de tanks, mais pas des tanks qui seraient justement centralisés à l'USAS puis qui rayonneraient vers l'extérieur, mais plutôt plein de petits noyaux qui reprendraient ce modèle-là. Et ça, c'est encore plus exceptionnel parce que dans la question de la programmation, il y a vraiment cette question aussi des ancrages territoriaux puis de la territorialité des regards et des enjeux politiques et des enjeux sociaux et tout. Donc, il m'a dit, tout à fait, moi, je suis très ouvert, absolument, tu peux le partir. Il va falloir, par exemple, que tu trouves ton financement. Tu sais, dans le fond, il disait, nous, on va t'aider, mais toi, il faut que tu trouves une façon de faire financer le projet au Québec.
Puis là, ils m'ont dit aussi, ben là, il y a une Québécoise qui était venue en stage l'année passée, puis elle voulait travailler au RIDM, tout ça, elle est probablement intéressée elle voudrait sûrement embarquer avec toi, puis elle connaît, elle aussi, bien l'organisation. Fait que j'ai fait un Skype à distance avec Florence Lamotte, qui est devenue co-directrice avec moi, et qui, elle, était venue donc l'année d'avant. Fait que je lui ai dit, j'étais à l'USAS, puis j'ai dit, allô, j'étais à l'USAS, là, je capote, je veux qu'on monte le projet au Québec, est-ce que tu serais intéressée à m'aider? Ils m'ont dit que tu t'intéresses au documentaire, tout ça, bien évidemment, mais que tu voulais continuer dans le domaine et tout, fait que est-ce que ça te tente? Puis elle était comme, oui, OK. Fait que là, on a commencé, moi, dans le fond, Think France nous ont donné énormément de choses, genre plan d'affaires, comment ils avaient monté, leur structure de financement, leur documents de communication, leur structure de travail. Tu sais, on avait toute l'information, dans le fond, sur comment eux, ils avaient monté leur projet. Puis nous, dans le fond, on pouvait calquer ça, puis se l'approprier, mais on avait vraiment une mine d'informations. C'était incroyable. Et aussi, rapidement, on a réfléchi à distance sur comment est-ce qu'on pouvait utiliser ce qu'eux, ils avaient fait. Fait que dans le fond, puis nous, au début, le premier truc qu'il fallait poser, c'était la structure juridique. Fait que l'on s'est dit, parce que eux, c'est une SIC, Société coopérative d'intérêt collectif. Puis nous, on se dit, OK, qu'est-ce qui pourrait ressembler comme modèle? Fait que finalement, on a créé une coopérative de solidarité qui était un peu... Puis on a fait aussi des boussoles un peu là, pour essayer de voir comme qu'est-ce qui fonctionnerait comme modèle. Et le modèle coopératif était vraiment intéressant parce que c'est un modèle démocratique, c'est un modèle horizontal. Et une coopérative de solidarité aussi, ça appartient... par exemple, sur le CA, notre coopérative, il faut qu'on ait le 2/3 des membres travailleurs. Donc, on a vraiment le plein pouvoir sur notre organisation. Et aussi, d'un point de vue économique, ça pouvait lever d'autres types de financements qui étaient des financements dans le milieu plus de l'économie sociale et solidaire. Mais nous, on ne savait pas toutes ces choses-là au début. On était juste un peu comme naïves et on va être capable de monter ça easy. J'entends, on va aller cogner aux portes des institutions, puis c'est tellement un beau projet qu'on leur amène, qui existe déjà. T'sais, on trouvait que vraiment, c'était déjà éprouvé comme modèle. Fait qu'on se disait, c'est vraiment... ça va être dans la poche. Fait que là, on est allé faire une formation qui s'appelle le parcours coop, qui est vraiment, vraiment, vraiment chouette, où pendant à peu près 6 mois, on avait des cours à chaque semaine, puis on a monté avec l'aide. C'était comme une cohorte. Là. Il y avait des coopératives d'ingénieurs, des coopératives de plein de trucs différents. Puis nous, on arrivait avec notre modèle, mais on a eu de l'aide pour monter un plan d'affaires, comprendre c'est quoi la gouvernance, comprendre qu'est-ce qu'on devait faire justement pour... notre conseil d'administration, c'est quoi les rôles et responsabilités de chacun, comment faire des ressources humaines, comment faire du marketing, c'est vraiment tout. Fait que ça a été super. Puis nous aussi, on pouvait tout le temps comme mettre à l'épreuve nos idées avec le reste du groupe qui n'était pas du tout un documentaire d'auteur, qui ne connaissait rien. Fait que c'est aussi une manière de valider, premièrement, à quel point les gens ne connaissent pas le documentaire d'auteur quand ils ne sont pas dans notre milieu, et à quel point c'était un modèle aussi assez novateur en termes même économiquement. Parce que l'affaire que je n'ai pas dit, c'est que Think France nous offrait la plateforme. Toute la plateforme technique, l'infrastructure technique. Parce que dans le fond, puis c'est ça aussi beaucoup dans le modèle coopératif, puis dans le modèle de l'économie sociale et solidaire, tu as des ressources. Tes ressources, tu peux les dupliquer. Chaque organisation va dupliquer, va avoir ses petites ressources à elle, ou tu peux les mutualiser, puis les mettre à profit de d'autres. Fait que eux, tout ce qu'ils avaient développé comme expertise et savoir-faire, bien, la plateforme existait. Ils pouvaient simplement nous l'offrir. Nous, on payait, dans le fond, on devait amener, on a quand même des coûts qui sont reliés à cette plateforme-là, mais qui sont surtout les surcoûts qui sont amenés par le fait que nous, on utilise la plateforme. Et non pas, on ne repartait pas à zéro. On ne devait pas recréer une nouvelle plateforme. Et on s'entend que, aussi, une autre chose que j'ai découverte, c'est que dans le monde numérique, c'est comme en rénovation. Les gens te disent n'importe quoi. Tu peux faire une estimation, puis ils vont te dire, ben oui, un site Internet de même, c'est facile, je vais te faire ça à 20 000, puis ils vont te dire, ça va te coûter 100 000, ou ils vont te dire, puis pour les mêmes choses. Tu peux avoir un cahier de charge vraiment identique et vraiment, puis il y a aussi beaucoup, beaucoup de manières d'arriver à tes fins, fait que c'est pas évident de se débrouiller là-dedans. Fait que là, nous, on avait quand même des gens qui l'avaient fait en France, elle fonctionnait. On savait aussi qu'elle avait été utilisée par des milliers d'abonnés. Puis eux, ils avaient eu aussi beaucoup de financement parce que la France, quand même, contrairement au Québec, a beaucoup de financement public pour des initiatives culturelles. Puis c'est aussi l'enjeu démographique. Là. Il y a beaucoup plus de gens en France. Fait que les ressources ne sont pas les mêmes. Fait que nous, on avait tout ça, mais on devait quand même aller chercher une bonne somme pour lancer le projet. Puis après,
on a quand même un gros budget de fonctionnement parce qu'on achète des films à chaque semaine, parce qu'on a quand même une équipe de salariés. Les salariés, ça coûte, les ressources humaines, c'est cher, parce qu'on a des coûts de promotion, parce qu'on a des coûts justement quand même pour la plateforme. Donc, malgré qu'on économisait, genre, un projet comme ça, si on l'avait lancé de zéro, ça aurait été impossible. Il y avait d'autres personnes qui avaient essayé de le faire dans l'écosystème du documentaire au Québec. Par exemple, vous connaissez peut-être la plateforme Vu qu'à Vu, qui est c'est plusieurs distributeurs indépendants qui se sont mis ensemble. Donc, il y a, puis dans tout le Canada. Fait qu'il y a genre, au Québec, je pense que le G est-tu là-dessus? Je suis pas sûre. Il y a Spira, il y a le F3M, en tout cas, il y en a d'autres. Puis ils se sont mis, tous ces distributeurs-là ensemble pour lancer leur propre plateforme. Mais hélas, ça a coûté une fortune. Et en plus, c'est que c'est peu connu parce que là, c'est vraiment quelque chose de niché. Puis, mais tu sais, c'est des très bonnes plateformes aussi. Puis on peut aussi faire du visionnement à la carte. Fait que ça permet quand même que les œuvres soient référencées. Puis ça vaut la peine, mais ça coûte cher. Vidéographe aussi l'avait fait avec Vitech. Ça avait coûté cher. Tu sais, il y a eu beaucoup d'argent un peu englouti. Vidéographe, je pense, il me semble que c'est eux, en tout cas, qui s'étaient fait avoir par des programmateurs. Tu sais, c'est vraiment un monde, là, de développer des plateformes. Là, ça coûte cher. Puis c'est ça, c'est comme si il y avait comme plein de petites initiatives. Puis là, on n'a pas les moyens en culture. Fait que là, c'était plutôt l'idée de mettons-nous ensemble. Puis là, ce que Tank France s'était dit, parce que nous, quand on présentait ce modèle-là, par exemple, à des gens du milieu de l'économie sociale et solidaire, eux, ils se disaient, mais comment ça? Genre, quel intérêt ils ont à tout vous donner ça? Puis on se disait, mais c'est un enjeu politique. Ce que Tank France veut, c'est que le documentaire d'auteur survive et rayonne. Alors, puis jamais on ne sera capable de concurrencer des géants comme Netflix ou Amazon Prime ou whatever. Ils ont des moyens qui sont même pas de l'ordre de David et Goliath. C'est colossal et nous sommes des picadilles. Fait qu'on ne peut pas faire autrement que de se mettre ensemble et de développer des formes de résistance culturelle comme ça, vraiment à l'international ou dans des réseaux de solidarité comme ça, avec des groupes affinitaires, tu sais. Puis au Québec, c'est un peu notre logique aussi. On essaie vraiment de ne pas être en compétition, mais d'être vraiment en collaboration parce que de toute façon, ça donne rien d'être en compétition, tu sais. Et les financements que vous avez eus, finalement, ça a été quoi auprès des institutions québécoises? Qui vous a aidé finalement à monter ça? Mais quand on a lancé, au début, là, on s'est dit, bon, il faut qu'on fasse connaître le projet. Fait que ça a pris presque 2 ans au début, là, à partir du moment où on a commencé à se parler, moi puis Florence, puis jusqu'au moment où on a pu le lancer, ça a pris 2 ans pour aller chercher les fonds et pour aussi convaincre le milieu. Parce que nous, on se disait, c'est bien beau ce magnifique projet. Moi, j'étais très, très convaincue qu'on en avait besoin, mais il fallait quand même aller sonder les gens qui sont déjà là pour savoir, tu sais, est-ce que ça va piler sur des pieds ou est-ce que c'est... Fait qu'on a fait comme des pitchs, on a fait des réunions on est allé voir pas mal tous les distributeurs de documentaires, les différents joueurs, les festivals, on est allé voir les RIDM, les rendez-vous, on allait voir tout le monde, puis on disait comme, ben voici, on a ce projet-là qui existe en France, puis il y avait quand même beaucoup de gens qui avaient entendu parler de la plateforme en France, fait que la plupart étaient très contents, tout le monde disait, ah ben oui, c'est un super projet, puis génial si on est capable d'en bénéficier. Mais finalement, on s'est rendu compte que les F3M lançaient leur plateforme au même moment. Puis eux, ils étaient comme... C'était le moment où ils venaient... Alors, au début, ils nous avaient dit, oui, on veut absolument la plateforme. Puis après ça, ils ont fait comme, oh, ben dans le fond, nous aussi, on lance notre plateforme. Fait que là, puis ils ont eu le financement, c'est ça. Ils ont eu la réponse de financement, genre, entre une réunion, on leur présente, puis après, tu sais. Fait qu'ils avaient comme un peu changé leur fusil d'épaule là-dessus. Puis nous, là, on était mortifiés parce qu'on se disait, on veut le faire. Les F3M nous disent que finalement, c'est peut-être pas une bonne idée parce qu'il n'y a pas assez de monde qui consomme du documentaire. On peut pas être 2 joueurs. On va venir comme jouer dans leur talle. Puis la dernière chose qu'on voulait faire, c'était faire du mal à un distributeur comme les F3M, qui pour nous est comme vraiment plus que majeur. Et on était là, on a tellement eu de migraine, mais on s'est dit, on a fait le pari que, ben premièrement, à la limite, plus il y a de joueurs en documentaire, mieux c'est parce que les gens vont en entendre parler plus, puis c'est ça qu'il faut. Parce que l'enjeu numéro 1 pour moi, c'est surtout parler du documentaire d'auteur et le faire connaître. Et de 2, on s'est dit, les F3M, c'est aussi un distributeur. Puis leur job, c'est beaucoup de distribuer des films. Fait que la job de plateforme, l'ONF existe aussi, de toute façon. Il y a plusieurs distributeurs qui commencent, je pense maintenant la plupart ont leur plateforme aussi. Premièrement, il faut très bien connaître ça pour aller sur ces plateformes-là parce que c'est encore plus niché que nous, même si nous, on est niché. Et deuxièmement, c'est qu'ils ont des catalogues qui sont leurs œuvres. Alors que nous, notre grand terrain de jeu, c'est qu'on peut aller chercher chez tout le monde. On va chercher des films de l'ONF,
qui sont disponibles gratuitement en ligne en ce moment même. On va chercher des films d'F3M, de Spira, de I Still Film, du Giv, de Wapikoni, de distributeurs canadiens, de distributeurs internationaux, de tout le monde, de films qui n'ont pas de distributeurs. T'sais, vraiment, on est tellement ouvert que ça permet aussi qu'il y ait vraiment une circulation, puis on n'est pas obligé de défendre des œuvres. Puis je pense que les distributeurs défendent des catalogues qu'ils aiment vraiment parce qu'ils les choisissent, ces films-là. Mais nous, on a les coups des franges dans défendre du documentaire de manière large. Fait que ça joue beaucoup. Et puis c'est pas les mêmes intérêts, j'imagine, entre un distributeur et puis une plateforme qui vise à... c'est pas les mêmes intérêts économiques, tout simplement. Complètement, oui. Les distributeurs, ils ont un modèle aussi qui est éprouvé sur... moi, je pense que tout le monde galère en culture. Les distributeurs aussi beaucoup parce que les modèles de distribution ont changé, mais ils ont quand même aussi des manières de se financer qui sont autour de la distribution, alors que nous, notre seul modèle, c'est de faire de l'éditorialisation puis de la diffusion. On est qu'un diffuseur. Et donc, on a fait le pitch à tout le monde. On est allé voir tous les bailleurs de fonds. Puis, les gens, ils nous disaient, très intéressant, mais il y avait pas de programme qui était créé pour ça. Puis aussi, l'enjeu numéro 1, c'est que pour partir un projet, il faut que tu aies de l'argent déjà. Pour attirer d'autres capitaux, il faut que tu aies déjà de l'argent. Fait que là, ce qu'on a fait, finalement, c'est vraiment grâce au milieu de l'économie sociale et solidaire. On a réussi à avoir de l'aide de PME Montréal parce on a fait des pitchs à la fin de notre parcours coop, puis on a gagné les premiers prix des pitchs. Fait que ça nous a donné des premières sommes d'argent. Je me rappelle plus c'est combien. Je pense que c'est genre 25 000, si je me trompe pas. De PME. En tout cas, PME Montréal nous a vraiment aidés. Puis eux, ils croyaient vraiment beaucoup à nous. C'est comme un peu un incubateur de talent aussi. Ils sont très visionnaires. C'est très, très humain aussi, PME Montréal. C'est des accompagnateurs. Puis c'était comme un humain qu'on adorait, Jason Prince. On l'aimait tellement. Puis lui, il croyait vraiment en nous. Puis il nous a accompagnés aussi. Il nous a aidés à peaufiner, à arranger nos chiffres puis notre modèle. Puis tu sais, c'est ça. Nous, on n'est pas des financières. Là, c'est pas ça pas tout, mais on l'a développé. Puis on a fait une campagne de socio-financement. Fait que ça, on est allé chercher aussi beaucoup d'argent avec la campagne de socio-financement. Puis là, c'était aussi une manière de vendre des abonnements, dans le fond. On vendait des pré-abonnements. Puis c'était une manière aussi de faire la promotion de la plateforme. Puis une fois qu'on a réussi notre campagne de socio-financement, là, on a réussi à aller chercher la SODEC, qui était la première somme. On a réussi à les convaincre. Puis là, notre modèle se tenait, c'était très brinque-ballant parce que je comprends même pas. Maintenant, quand j'y repense, là, puis que je revois nos chiffres, je comprends même pas comment on a fait ça. Ça n'avait pas rapport. On a eu 50 000 la SODEC. Je comprends pas comment on a fait. Mais on a réussi. On a réussi. Puis on était une petite équipe aussi. On était 3. Moi, Florence et Jason Burnham, qui est encore là aujourd'hui. Florence aussi est encore là. Elle vient de partir en congé de maternité, elle aussi. Donc, qui est très prolifique aussi niveau bébé. On est tous en congé. Mais, fait on était là, puis on travaillait vraiment, vraiment beaucoup. Et là, la pandémie est arrivée. Au moment où on a lancé la plateforme, au même moment. Puis là, ça nous a aidés, curieusement, parce que les médias ont parlé de nous. Parce qu'il y avait rien à se mettre sous la dent et on était comme un modèle qui émergeait au même moment. Fait que là, on a eu on a eu de la couverture médiatique pour des films qui étaient sortis il y a 4 ans, mais qui tout d'un coup devenaient pertinents parce que nous aussi, ce qu'on a comme grand bonheur de programmation, c'est qu'on peut rebondir puis réagir. Puis là, on réagissait à la pandémie. Je me rappelle, on avait fait une escale de programmation qui s'appelait Le don de vieillir, avec une professeure que j'aime beaucoup, Luce Desaulniers, qui est anthropologue de la mort, puis qui réfléchissait à la question de la vieillesse. Puis on avait montré des films de Coali, puis des films comme différents films. Fait que là, il y avait eu de la couverture médiatique autour de ça, mais pour nous, c'était comme une manière aussi de se guérir, là, de voir ces films-là, puis de réfléchir collectivement sur ces enjeux-là. Fait que, ouais, les astres étaient très alignés. Est-ce qu'il y avait aussi parce qu'il y avait pendant la pandémie, il y avait beaucoup le consommer québécois aussi. C'est pas là, ils avaient lancé les paniers bleus ou quelque chose de ça se même. pourrait. Est-ce qu'il y avait, vous avez bénéficié aussi? Ah, c'est une plateforme québécoise, il faut soutenir la plateforme québécoise. Il me semble que c'était pas tant sur cet angle-là, plus que sur... Tu sais, c'était vraiment, là, les gens faisaient des genres de rétro où ils regardaient vraiment qu'est-ce que les plateformes proposaient parce qu'il n'y avait pas de sortie en salle. Oui, ça, tu peux plus au cinéma. C'est ça, fait que c'était plus autour de ça qu'on est sorti. On aurait pu aussi... T'sais, nous aussi, un des trucs qui nous différencie, c'est quand même qu'on c'est une plateforme québécoise, mais francophone. T'sais, tous nos contenus sont en français. On sous-titre à la main. On a sous-titré des films. Je pense qu'on a sous-titré genre 20 films à la main. Là.
nous-mêmes, là, la nuit, là, on a fait des sous-titres français. Alors que ça, même les festivals, ils font pas ça. Là. C'est comme, c'est trop chronophage, ça n'a aucun sens. Mais nous, on avait comme une espèce d'obsession de... Tu connais. Tu fais de ça? J'ai fait ça pour le mien, ouais. Ah ouais, hein? Ah, c'est long. Puis là, ouais, la révision des sous-titres, puis la traduction, puis rentrer les sous-titres. Mais on était comme... On voulait absolument offrir aussi, parce que c'est aussi cette idée de sortir la culture des centres. Fait qu'on se disait, les gens en région qui parlent moins anglais aussi, on voulait qu'ils aient accès à cette offre de qualité-là et que les films soient disponibles en français. Fait que tout notre contenu a toujours été traduit, a toujours été bilingue. Fait que au départ, on s'est lancé, on n'était que en français, puis maintenant, on est bilingue, on traduit. C'est hyper intéressant. Du coup, autre question, parce que vous n'êtes pas vraiment soumis à l'agenda d'actualité des films, vu que vous pouvez faire revenir des films qui sont sortis il y a longtemps, et vous n'avez pas forcément du coup maintenant des contraintes, vu que vous ne sortez pas que des films en français. Donc c'est quoi exactement vos critères de sélection de films? Comment est-ce que vous choisissez que vous allez faire un cycle, tel cycle ou pas? Quel film il faut aller chercher? Parce que finalement, même si c'est un petit milieu, il y a quand même beaucoup de documentaires. Oui, puis c'est drôle parce que je me rappelle qu'au début, Jean-Marie m'avait dit « Ah, mais t'arriveras pas à... Il va falloir que tu reprennes beaucoup la programmation française parce qu'au Québec, vous n'avez pas assez d'offres de films documentaires pour réussir à nourrir la plateforme. » Puis j'étais comme « Oh no! » Au contraire, parce que le Québec, c'est tellement prolifique culturellement à cause de l'exceptionnalité française. Le fait qu'on ait une culture en français dans vraiment un monde, une mer anglophone, ça fait qu'il y a beaucoup d'œuvres culturelles. Il y a beaucoup d'œuvres, il y a beaucoup de documentaires, il y a beaucoup... Puis après ça, on fait pas du tout que du documentaire québécois. On a des œuvres de partout, puis on a aussi du documentaire québécois dans d'autres langues que le français. Mais bref, on avait quand même... Le bassin, il est immense. Puis, on a comme des axes éditoriaux qui sont assez... Moi, quand j'étais là, j'essayais de renouveler un peu à chaque année ou d'envoyer un peu comme une espèce de ligne aux programmateurs, programmatrices. C'est beaucoup des lignes... c'est un peu ésotérique, là, genre l'amour. Au début, moi, vraiment, mon mot d'ordre, c'était l'amour. Je suis comme... On n'a pas beaucoup de temps sur Terre. Genre, voyons des films qui ont... Tu sais, quand tu vois un film et que tu dis « Je veux que tout le monde le voit », puis tu deviens obsédé. Là. Moi, c'est sûr. Je veux que les films qu'on mette sur Tank, ce soit des films que tu as le goût de garder quelqu'un captif, puis tu t'assois à côté de moi, puis tu restes. Là, tu l'écoutes. Là. Pas des films moyens. Puis ça veut pas dire qu'on est dans la question des chefs-d'œuvre ou des grands films. Pas du tout. On est dans la question de qu'est-ce qui résonne individuellement chez des êtres humains, puis que cette personne-là te pointe pourquoi ça a résonné autant, puis qu'elle te convainque de l'essayer. Fait que c'est... Mais après, je dirais que... Bon, j'ai comme beaucoup de choses à dire. Je vais essayer de mettre de l'ordre dans mon affaire. Je pense qu'un des premiers points pour moi, c'est mon rapport... je me suis impliquée pendant longtemps avec Réalisatrices Équitables, qui est un organisme qui milite pour la parité en cinéma, donc pour qu'il y ait autant d'hommes que de femmes qui réalisent des films. Et cet organisme-là a comme une conception très quantitative des choses pour nous permettre de sortir de vœux pieux, mais qu'on soit vraiment dans, tu sais, que ça passe l'épreuve du réel. Donc, chaque année, Réalisatrices Équitables collige les chiffres et regarde les institutions financent quoi, c'est quoi les pourcentages, combien de gens déposent à tous les paliers, combien de gens sont financés et c'est quoi les budgets. Et ils tiennent les chiffres de manière comme hyper régulière et précise. Et là, on avait monté un site qui est comme une espèce de site de visualisation de données où on voit carrément les chiffres, on fait parler les chiffres. Puis je me rendais compte aussi que c'est, encore une fois, c'est très politique, puis souvent, il va y avoir des communiqués de presse, le FMC va dire on a atteint la parité. Réalisatrice Équitable se penchait sur les chiffres, puis il n'y avait pas du tout la parité, parce que tu peux faire dire un peu n'importe quoi aux chiffres. Fait qu'il y a beaucoup cette idée de avoir une espèce de vigilance dans qu'est-ce qu'on représente puis comment on le représente. Mon rapport au féminisme, ça fait en sorte... Moi, je suis fondamentalement féministe. Je suis une femme. De toute façon, je suis une femme dans le milieu du cinéma. Donc, puis je dirais même que c'est le cinéma puis mes études en cinéma qui m'ont rendue surtout féministe. Parce que je trouve que c'était... En tout cas, quand j'ai fait mes études, c'était très, très male gaze encore. Il y avait vraiment un rapport très technique, c'est les hommes, un rapport très paternaliste à la création, leur création féminin. On nous enseignait pas les cinéastes femmes, mais pas du tout. Il y avait même pas le mot féministe qui n'a jamais été nommé dans le cadre de mes études. Moi, je suis quand même plus vieille. J'ai étudié j'ai fait mon bac de 2008 à 2011.
Puis je suis vraiment devenue féministe à ce moment-là. Puis je me rappelle que mes profs m'avaient dit « Ah, mon Dieu, ça revient, ça, c'est tellement passé de date. » Tu sais, puis c'est des profs hommes, évidemment. C'était complètement... Puis c'était dans une époque aussi où il n'y avait pas eu encore la vague MeToo, puis la vague... au Québec, je trouve que le féminisme, la troisième vague, est vraiment apparue avec la grève étudiante en 2012. Puis avant ça, c'était vraiment comme ça. Il y a vraiment eu un backlash, puis un grand moment de silence où... ça n'existait pas, justement, puis il n'y avait aucune... tu sais, on regardait pas les plans de cours, qu'est-ce qu'on étudiait, on regardait pas du tout ça, tu sais. Puis moi, je me suis fait vraiment enseigner une histoire du cinéma extrêmement blanche, extrêmement mâle, puis extrêmement... que je trouvais très repoussante pour moi parce que c'était comme amour-répulsion. Tu sais, autant j'aimais... Moi, j'adore Jean-Luc Godard. Genre, j'ai tellement aimé Godard quand j'étais jeune. Puis en même temps, je sentais très bien que c'était un amour qui était particulier parce que je sentais que c'est un amour qui me voulait pas de moi dans cet amour-là. Fait qu'en tout cas, j'ai vraiment ce rapport-là au cinéma qui est un rapport très tortueux, très bizarre, très... Puis aussi un rapport même à la cinéphilie qui n'a rien à voir avec ce que mes collègues masculins avaient comme rapport cinéphilique. Je ne suis pas boulimique, je n'écoute pas tant de films, je me rappelle de rien. Souvent, vous me diriez, genre, donne-moi 3 grands films que tu as vus cette année. Je lis énormément, je vais au théâtre, je vois toutes sortes de types d'art. Puis en même temps, j'adore le cinéma, mais j'ai un rapport très ponctuel et très voyageur et errant au cinéma. C'est vraiment un rapport que je ne reconnaissais pas dans mes cours, que je ne reconnaissais pas dans la manière d'enseigner, de penser le cinéma, de faire du cinéma. Fait que mon féminisme m'a rendu extrêmement critique par rapport à qu'est-ce qui est représenté, comment il est représenté, qu'est-ce qui est intéressant, puis qu'est-ce qui peut être critiqué, puis sur quoi on peut mettre de l'attention. Puis je me suis rendu compte rapidement que ce qui m'intéressait, m'intéressait pas grand monde. C'est les meilleurs. Oui. C'est le mieux. Souvent, tu sais, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui, pour moi, me touchaient d'une manière époustouflante, mais qui avaient été, tu sais, à peine aperçues. Puis je me disais, je suis pas seule. Évidemment que je suis pas seule. Tu sais, ça se peut pas là, que tout le monde vibre juste au grand canon qui, moi, me faisait bâiller au cornet, puis je comprenais pas. Puis alors que d'autres œuvres complètement confidentielles ou très, très mal faites me bouleversait. Fait que moi, c'est ce cinéma-là que je défends avec Tank. Et je suis allée chercher, moi, dans le fond, ce que je fais principalement comme directrice artistique, c'est de m'entourer d'une équipe de programmateurs, programmatrices. Et l'idée, c'est d'aller chercher des gens qui sont renouvelés. Donc, les gens ne restent pas là. Je dis ça, mais la plupart des gens, on les garde quand même un peu parce qu'on finit par s'attacher. Mais ou sinon, on les rappelle pour des mandats. Puis on essaie de voir. Puis des gens aussi nous disent « Ah, ben je me suis un peu essoufflée. » Tu sais, je pense qu'on a aussi cette espèce d'honnêteté par rapport à on tient pas à garder les rênes, mais plutôt, là, je m'essouffle. J'ai besoin d'avoir que d'autres personnes prennent ma place, puis que ça soit plus une genre de circulation des regards. Puis, on va chercher des gens, justement, qui ont des regards plutôt décalés, des gens qui sont issus de différents types de diversité, de minorités, des gens qui font des doctorats sur des sujets précis. Fait que là, je sais qu'eux ont creusé des sillons que personne ne va avoir creusés. Puis c'est tellement plus intéressant parce qu'ils nous font ressurgir des pépites que personne ne voit. Puis je pense que moi, c'est ça, je suis très, très... j'en ai beaucoup contre l'espèce de circularité des mêmes films qui sont allés dans les mêmes festivals, qui sont récompensés, qu'on dit qu'ils sont bons, Il y a comme une espèce d'effet... Ben moi, souvent, en plus, on dirait que quand tout le monde aime un film, c'est très rare que j'embarque simplement parce que cette espèce d'effet un peu d'écœurement où je me dis, bon, ben il y a plein de gens qui les ont défendus, il y a plein de gens qui les ont aimés, ils n'ont pas besoin de mon amour. Moi, j'adore les underdogs. Tu sais, je veux que mon amour aille sur les gens qui en ont besoin, sur les œuvres qui en ont besoin de plus de temps pour fleurir, qui ont besoin de plus d'attention, qui ont besoin de plus d'espace. Fait que Tank, pour moi, c'est vraiment ce terrain de jeu, cet écrin où je veux que ce soit ces œuvres-là qui soient vues, qui soient mises en valeur. Et le fonctionnement de Tank permet ça. C'est-à-dire, justement, on peut défendre un film de 2 minutes de 1952 que personne n'a vu. On est allé chercher aussi, moi, je suis obsédée aussi par la question des archives, puis aussi une forme de réparation aussi de comment tous les films que je n'ai pas vus qui font l'histoire du cinéma, des histoires du cinéma qui ne m'ont jamais été enseignées, mais je suis beaucoup aussi pour ça. Fait que créer des nouvelles archives autour de ces films-là, en créant des métadonnées, en créant de l'éditorialisation, en créant des textes, en allant chercher aussi des cinéastes. Si je parlais de Claudie Lévesque tantôt, par exemple, c'est une cinéaste québécoise, elle a eu un peu de reconnaissance, mais pas tant que ça. Puis là, on peut se pencher sur son corpus, voir. Et là, tout d'un coup, il y a des films qu'elle a fait, des films étudiants qui ressortent, qu'on a numérisés.
on essaie de faire... Je suis très obsédée aussi par la question un peu de déterrer des trésors, d'aller voir des cinéastes qui ont des œuvres qui sont dans des garde-robes, des gens qui disent « Oui, elle avait fait ça en 72, je me rappelle, c'était un film, même ça, on l'avait pas vu, on avait vu une projet... » Puis là, je suis comme « OK, mais il faut qu'on aille cogner à la porte, il faut qu'on les trouve. » Puis aussi cette idée un peu de faire vite parce que le temps presse, parce qu'il y a toute une génération de cinéastes vieillissantes que je veux justement qu'on essaie de préserver la mémoire. J'ai été aussi très marquée dans ma pensée par Julia Mine, qui est une collègue et très bonne amie que j'ai découvert en travaillant avec elle à Tank, qui, elle, faisait son doctorat sur Vidéofemmes, qui est un collectif féministe de vidéos de femmes à Québec. Et moi, je connaissais très bien Nicole Giguère, qui a été dans Vidéofemmes, qui était dans Réalisatrice équitable. Donc, c'est aussi tous des circuits qui se recoupent. Et elle travaillait justement à déterrer cette histoire-là. Premièrement, elle faisait de la vidéo, donc c'était encore moins perçu. C'était vraiment un médium qui n'était pas noble. Donc, ces femmes-là n'avaient pas été tant que ça référencées, recensées. Elles n'avaient pas été invitées dans la cinémathèque. Elles n'avaient pas été... leurs œuvres n'avaient pas été restaurées. Donc, elle a travaillé beaucoup sur cette question-là. Donc, c'est vraiment... Puis elle a fait ressortir des œuvres. Puis même moi, je me rappelle aussi de mes propres biais par rapport à ça, où à un moment donné, elle me présente une œuvre, puis je suis comme, la copie est... Tu sais, ça s'écoute pas super bien, il y a beaucoup de grichage à l'audio, c'est pas super beau. Puis je suis comme, oh mon Dieu, j'ai pas le goût d'écouter ça. Je l'écoute, puis finalement, je suis sous le choc. C'est une œuvre que j'adore. Ça s'appelle Une nef et ses sorcières, qui est autour de la représentation théâtrale de la nef des sorcières. Qui avait été rediffusée par Panorama il n'y a pas si longtemps. Oui, exactement. On avait fait une projection à Boulevard Crémazie, puis on l'avait... C'est ça qu'on avait décidé de projeter. Mais ce film-là, moi, je l'adore. Je trouve que c'est une œuvre, premièrement, charnière dans l'histoire du féminisme québécois, dans l'histoire de la création féministe, dans le rapport entre les différentes actrices, dans le rapport à la parole, même l'histoire de cette captation-là aussi est super intéressante, parce que c'est l'histoire de Vidéofemmes. Donc, on se met à déterrer des tonnes de choses, mais je veux dire, cette œuvre-là, si tu ne l'accompagnes pas, personne ne va l'écouter. Je veux dire, c'est impossible que tu tombes là-dessus par hasard, c'est impossible que tu aies envie de l'écouter. Peut-être que tu es étudiante, puis là, OK, par un hasard de circonstances, tu peux tomber sur cette œuvre-là, mais sinon, il faut la faire exister. Fait que ça, c'est vraiment un bon exemple d'œuvre pour moi que là, j'ai envie de mettre en valeur, j'ai envie d'y donner plus d'espace, de souffle, de la projeter avec des gens, parce qu'il y a aussi cette question-là, on fait pas que du numérique, tu sais, fait que... Mais là, ouais, je me suis peut-être un peu égarée. Mais... Oh, c'est trop bien, tu fais. Mais tu parlais de Godard et ça me fait trop penser à ça, parce que moi aussi j'aime beaucoup Godard, je pense que ça a été une renaissance à un moment donné dans ma cinéphilie, et après j'ai découvert Carole Rousseau-Poulos, qu'on n'en avait jamais parlé, et puis on dit toujours Godard, ou le premier qui fait de la vidéo, bah non, mais c'était pas lui, c'était Carole Rousseau-Poulos. On va parler de Chris Marker qui est allé filmer les usines Lip, bah ouais, mais Carole Rousseau-Poulos était aussi là, et cette espèce de personne qui est toujours là à tous les moments de l'histoire du cinéma des années 60. Et ces films sont hyper durs à trouver. Et ces films sont... alors que c'est vraiment une artiste indispensable de cette époque-là, et personne n'en parle. Ou en tout cas, je sais pas comment je suis tombé dessus à un moment donné, mais je suis tombé dessus, j'ai découvert ça. Et s'il y a personne, évidemment, pour t'en parler, bah, tu sais pas. Ouais, mais c'est ça qui est fou aussi. Je m'intéressais beaucoup, on avait fait une table ronde, je m'intéressais beaucoup aux géographies, à la fois de la diffusion, mais surtout aussi des géographies militantes. Puis la géographie féministe est vraiment intéressante entre le Québec, la France, la Suisse et l'Italie. Il y avait comme tout un courant vraiment fascinant dans les années 60-70, puis on avait fait c'était pendant la pandémie... Non, c'était pas pendant la pandémie, c'était pendant mon premier congé de maternité qu'on avait fait ça, je me rappelle. Mais je voulais absolument que le Centre Simone de Beauvoir fasse quelque chose avec nous, parce que, justement, il y avait plein de femmes, de vidéofemmes, qui allaient à Créteil, qui allaient en Italie dans un autre festival dont je me rappelle pas le nom, puis il y avait tout un réseau de femmes féministes. Delphine Seyrig et Carole Rousseau-Poulos connaissaient celle qui a fait Une nef et ses sorcières, dont j'oublie j'oublie son nom, alors qu'elle vient juste de mourir, puis c'est comme c'est la pionnière de Vidéofemmes. Il y avait Luce Guilbeault aussi, qui est une actrice extraordinaire, qui les connaissait. Puis il y avait comme tous ces réseaux-là, puis des films qui ont été faits en Italie sur des centres de santé féministes qui étaient amenés au Québec, puis qui ont vraiment influencé le mouvement féministe. Puis je suis comme, ah mon Dieu, mais ça déjà. Puis il nous parlait des moyens. On a fait une table ronde en ligne pendant mon congé de maternité, puis je me rappelle, les féministes parlaient entre elles. J'étais comme, comment vous parliez? Tu sais, comment cette information-là circulait? Puis elles avaient des moyens hyper
incroyable. Il y avait genre une ligne téléphonique où elle laissait des messages sur les différents gains féministes. Puis là, tu peux appeler puis avoir accès à la ligne. Puis en tout cas, des espèces de trucs, des fax, ou des tu sais, carrément, genre, tu dis à une telle qui arrive au festival qui dit c'était fou, là. Tu sais, c'était complètement Genre la guérilla, là. sororité dans tout ce qu'elle peut faire. Ouais, puis on apprend aussi énormément en regardant ces réseaux-là, autant en création sur justement des méthodes alternatives de financement, de production, de création, d'outils, de langage cinématographique. Mais moi, je trouve ça 1000 fois plus intéressant que le canon que j'ai vu 150 fois dans mes cours, puis qui à toutes les années, la Cinémathèque nous projette. Tu sais, je suis comme, je m'en fous. Après ça, je comprends qu'il y a comme une forme d'histoire qu'on a envie de partager, puis que c'est toujours à recommencer. Toutes les générations doivent le revivre, mais il y a tellement d'espace pour réinventer des cinéphilies, tu sais, puis je pense qu'il faut, puis même en art visuel aussi, je trouve qu'ils sont beaucoup plus en avance par rapport à la critique féministe, à la critique des chefs-d'œuvre aussi. Qu'est-ce que c'est un chef-d'œuvre? Comment est-ce qu'on le conçoit? Comment est-ce qu'on conceptualise? Puis est-ce qu'on peut déboulonner des chefs-d'œuvre? Maintenant, oui. Puis il y a plein de chefs-d'œuvre aujourd'hui, puis on l'a vu, mettons, avec Sight and Sound, le fait qu'ils ont enfin donné la palme à Chantal Akerman. Tu sais, je veux dire, ces choses-là sont mouvantes, sont politiques, sont vraiment, c'est des rapports historiques aussi, fait qu'il faut toujours les revisiter, il faut toujours refaire l'histoire. Fait que, ouais. Et puis le problème, c'est que on va avoir 3 rétrospectives Godard sur les 10 dernières années, puis une rétrospective Vidéofemme, bah, si on a une déjà, c'est déjà bien. Puis si on te dit, on a déjà fait une il y a 15 ans, c'est bon, il faut passer à autre chose maintenant. C'est vrai que moi, quand j'avais parlé avec des gens, j'avais dit, ce serait cool, une rétrospective Carole Russopoulos à la Cinémathèque, et on m'a dit, ça va, on en a fait une il y a 10 ans. J'étais, d'accord, cool, moi, il y a 10 ans, j'avais 15 ans. Je pouvais pas aller voir ça. Mais je voulais revenir à quelque chose que tu as dit, que je trouve très intéressant, parce qu'on a interviewé plusieurs réalisatrices qui commencent, qui ont quelques courts-métrages qui ont circulé dans des festivals, et beaucoup ressentent une grosse désillusion par rapport au milieu cinématographique, et notamment tout le rapport aux boîtes de production qui ont une forme de mainmise et de contrôle sur leurs films, qui vont produire pas mal de violences structurelles aussi. Et je trouvais ça intéressant quand tu as mentionné au début que vous alliez parfois chercher des films qui ne passent pas par ces canaux-là, parce que j'ai l'impression que c'est aussi se mettre au diapason de pas mal de cinéastes documentaires aujourd'hui qui aimeraient échapper à ces modèles-là, qui sont des modèles canoniques et qui fonctionnent pas très bien pour beaucoup de monde, en fait. Complètement, ouais. Moi, c'est vraiment une grande sensibilité que j'ai d'essayer de sortir justement des canaux, parce que je pense aussi qu'il y a une forme de paresse, de se fier justement... puis tu sais, après, on a aussi des ressources limitées, puis après aussi, il y a des œuvres qui sont reconnues, puis c'est pas pour rien qu'elles sont reconnues, tu sais, je veux pas faire de grandes généralités, mais j'essaie quand même à ce qu'on ait une attention ou qu'on soit toujours un peu en déséquilibre, puis qu'on s'appuie pas sur des formes de prudence. Justement, on parlait avant de commencer le podcast sur la question de la frilosité de la critique. Pour moi, c'est aussi la frilosité des programmateurs, programmatrices, c'est de prenons des risques. Mais moi, je parle d'une place qui est extrêmement confortable et facile, dans le sens, c'est pas facile parce qu'on est dans une précarité financière constante, on se paye des tout petits salaires. Je veux dire, on a quand même aussi, économiquement, c'est pas du tout facile, tank, mais on a quand même un espace de jeu où je ne réponds pas à aucun critère que des cinémas sont obligés d'avoir, que les festivals sont obligés d'avoir. Fait que j'ai quand même une espèce de... C'est facile pour moi, peut-être, de dire... C'est peut-être plus facile pour moi. J'ai pas d'enjeu de billetterie non plus. Après, on a des enjeux d'abonnement. Il faut que les gens soient abonnés. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'abonnent presque par solidarité, comme geste politique, puis qui vont pas tant écouter de films. Mais c'est aussi toute une tension pour moi que ça réveille entre défendre un type de cinéma qui est absolument nécessaire à défendre et aussi faire voir les films. Parce que aussi, malgré tout ce que je dis, j'ai quand même une grande frustration par l'entre-soi. Fait que c'est des tensions tellement grandes, puis c'est pour ça que des fois, je me dis comme, peut-être que je serai un jour plus dans l'enseignement, parce que par l'enseignement, tu as un peu un public captif, puis tu peux comme réveiller des sensibilités, puis tu dis ça va faire boule de neige, puis ça va garder, t'allumes des flammes, tout ça. Moi, il y a quand même cette idée de... Je trouve ça crucial que les films... Pour moi, les films ne doivent pas exister que parce qu'ils attirent un grand public, évidemment. Puis je suis très, très, très reconnaissante et émue. J'ai été sur des jurys de pairs, par exemple, au Conseil des arts et lettres du Québec, puis j'ai été tellement émue que cet espace-là existe, parce que le calque, dans sa manière de fonctionner structurellement aussi, est là pour défendre les œuvres vulnérables. Il n'est pas là pour défendre des formats télévisuels. Il n'est pas là pour défendre le film qui... Puis, il y avait comme... Puis c'était très informel. Je me rappelle qu'il y avait des discussions où les agents de programme disaient
le calque n'a pas de ligne directrice à savoir qu'est-ce que vous devez ou pas financer. Mais le jury de pairs qui était là, puis j'espère que ça va rester comme ça encore, mais les jurys de pairs, il y avait quelque chose d'informel qui disait un film qui peut être financé par la SODEC qui a un potentiel télé n'a pas nécessairement sa place au calque parce que le calque est là pour défendre les œuvres fragiles. Puis ça, je trouve ça... Pour moi, c'est un peu ce que l'université était comme espace de résistance à la pensée critique. C'est des espaces, justement, qui sont sécuritaires, sécurisants, dans lesquels on peut encore prendre des risques. Le problème, comme dans tout, c'est le capitalisme qui avance comme un rouleau compresseur puis qui écrase autant les universités ou toutes les institutions. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que le calque survit. Là, bon, il y avait des gros enjeux de financement qui étaient vraiment des enjeux structurels aussi, puis il y a plein d'autres enjeux. Mais là, ils ont réussi à avoir les sommes qu'ils avaient demandées. Donc, il y a quand même... Mais moi, genre, toute ma vie, je crois, je suis très, très moderne dans ma manière de penser, même les États-nations, genre, puis les structures étatiques. Je crois à des structures étatiques fortes qui sont là pour défendre avec de l'argent public ces formes-là qui doivent être préservées parce que je ne me fie pas, sinon, à ce que ça peut faire de manière naturelle. Tu sais, je pense qu'on le voit dans les logiques de privé. Hélas, tu sais, puis même Tank aussi, Tank n'existerait pas, ne serait pas rentable sans l'argent public. C'est impossible. Puis de toute façon, aussi, je trouve qu'on se voit la face parce qu'il y a tellement d'industries qui dépendent d'argent public, des industries qui sont genre, tu sais, pétrolières ou whatever, tu sais, Québécois, des grosses industries privées qui défendent aussi des subventions, puis on n'en parle jamais, mais il y a quand même cet enjeu... Ouais, comme je veux absolument défendre ces œuvres-là, puis en même temps, pour moi, c'est vraiment important que les films existent et soient vus. Je veux pas qu'ils soient vus pour... OK, c'est ça. C'est vraiment les deux choses en même temps. C'est très paradoxal, puis ça me met vraiment en dissonance cognitive, mais je veux qu'elles existent, puis elles pourraient ne pas être vues par personne, être confidentielles. Elles doivent exister. Elles doivent exister. Mais aussi, il faut que les films soient vus. Puis il faut que le public s'élargisse. Puis moi, je suis quand même un petit peu radicale là-dedans, où je me dis pas genre, faut les prendre, puis les avoir un petit peu, puis les habituer petit à petit. Moi, je suis plus comme, montrons des formes bizarres, dès le plus jeune âge. Mais ça, c'est le système d'éducation. C'est pour ça qu'à un moment donné, je suis comme, il faudrait que j'aille comme plus, je sais pas, dans les structures, plus justement dans les ministères où l'éducation à l'image, ça n'existe pas au Québec et les jeunes ne sont pas confrontés, ils ne rencontrent pas des œuvres singulières dans leur parcours. Puis même en cinéma, on en voit, mais c'est quand même, il y a plein d'œuvres très singulières que je me dis, mais pourquoi on m'a pas montré ça? Ça m'aurait ouvert des horizons inimaginables, tu sais. Fait que, Moi, c'est un exemple personnel que je donne, j'aime bien. C'est avec ma sœur. À chaque fois que je donnais un film à ma sœur en disant ça, je pense que toi tu vas aimer parce que c'était un peu accessible, parce que ça correspondait, elle aimait pas. Et à chaque fois qu'elle venait regarder un film avec moi, que moi je regardais pour moi beaucoup plus, on va dire, rêche, ou en tout cas j'avais regardé un Deux Pardons une fois, qui n'est pas du tout ce qu'elle regarde d'habitude, et ben c'est ça qu'elle avait préféré, c'est quand elle s'était confrontée à un truc qu'elle connaissait pas, mais qu'il avait attrapé par une forme radicale. Et je pense que les gens sont beaucoup plus ouverts qu'on le pense si on arrive à les attraper de la bonne façon finalement, avec des formes qui les challenge plutôt que le film pensé pour être accessible encore. Complètement. Ah oui, je pense que c'est tellement des pièges, là. Puis, hélas, justement, dans les structures, encore dans le financement, tu sais, on nous demande de penser à des publics, on nous demande, tu sais, il y a quand même encore cette idée, puis c'est ça, je pense qu'on fait toujours fausse route quand on essaye de répondre à ces espèces d'enjeux très télévisuels ou très... Honnêtement, l'audace, ça paye. Et on peut pas faire autrement. Sinon, je veux dire, les choses... Puis après, je dis ça, puis je sais aussi que l'imbécilité tournée en industrie, ça paye aussi. Tu sais, il y a des choses épouvantables, là, comme absolument indigestes, qui nous prennent comme... puis qui nous ont, là, qui nous hypnotisent. Là. Puis moi, la première, là, je peux me ramasser à scroller sur Instagram du contenu, genre qui n'a aucun sens. Puis je suis comme, mais oui, si moi, je me fais avoir avec toute ma volonté, puis j'ai l'impression d'être tellement critique, puis je me fais attraper par des formes complètement loufoques. Je me dis, qu'est-ce que c'est grave! Vraiment. Comment on va faire, tu sais, comme pour résister? Puis ça n'a rien à voir, là, je passe vraiment à un autre sujet, mais mettons, ma fille, qui a 3 ans et demi, elle prend genre des espèces de faux téléphones, genre jouets, puis elle me dit « Ah, maman, je te prends en photo », puis elle met son téléphone devant moi, puis elle fait comme si elle swipait des images. Puis là, je me dis « OK, elle a 3 ans et demi, elle apprend ça de moi, pas de personne d'autre. » Tu sais, il y a comme un... Puis si moi, comme adulte, j'ai du mal à me gérer dans mon temps d'écran, imaginons les enfants. Tu sais, il y a des espèces de trucs, là, de dopamine, puis de très, très physiologiques, là, qui sont... On se bat contre ça.
Tank, qui est genre une petite affaire nichée, vraiment confidentielle, se bat contre des forces en puissance qui sont tellement grandes que je suis comme, oh là 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 là, comment allons-nous faire? Mais après, ouais, j'ai quand même confiance, mais ma confiance, elle passe beaucoup par développer des réseaux, notamment dans le système d'éducation. Mais c'est drôle parce que hier soir, j'étais en train de scroller sur mon Instagram et j'ai fait, mais pourquoi? Et j'ai vraiment jeté mon téléphone et je vais regarder un court-métrage sur Tank plutôt que de passer 10 minutes à scroller des conneries. Vraiment. En plus, j'ai pas envie. C'est terrible. T'as Mais pas c'est envie ça. d'être là. C'est ça qui est fou. On s'en rend même pas compte. Des fois, je savais que là, j'ai mon bébé il y a 10 mois, fait qu'il parle pas. Puis des fois, j'ai mon téléphone dans ma main, puis je regarde des contenus qui ont pas rapport, qui sont même pas liés à moi, rien. Là, je l'arrête. Puis là, 3 minutes après, je me rends pas compte, je reprends mon téléphone, je refais la même chose, puis je suis comme, OK, mais là, c'est épouvantable, c'est fou, là, c'est de la folie, là, c'est fou. Moi, je suis vraiment en train de me dire, genre, OK, boîte à l'entrée de la maison pour mettre nos téléphones, parce que je me dis, si moi, comme adulte, oublie ça, mes enfants, là, genre, ça arrivera pas, mais... En tout cas, fait que faire exister Tank dans ce contexte-là, c'est quand même quelque chose. J'allais te demander, est-ce que tu penses que le fait que ça reste petit, comme tu le dis, puis que ça se développe plutôt localement, c'est ce qui permettrait de résister à cette logique capitaliste? Parce que si justement tu grandis, tu es obligé d'adopter des logiques économiques du style Netflix ou comme ça. Est-ce que c'est nécessaire de rester dans cette position qui est malheureusement un peu inconfortable et instable de petites plateformes niches? Ben, je pense que, comme, tu sais, ceux qui se penchent sur les cinéphilies en ligne pourraient vraiment mieux répondre que moi. Tu sais, je pense notamment à Martin Bonnard, avec qui on travaille, qui est chercheur postdoctorant, puis lui, il s'est beaucoup penché là-dedans. Je pense qu'il y a quand même un aspect que le web a amené, des niches, puis des types de cinéphilie comme justement plus alternatives, ou des... Tu sais, il y a cet aspect-là qui fait que c'est pas tant le petit qui permet de résister que maintenant, il y a comme un peu ces créneaux-là. C'est un peu le créneau à essai. Fait que si on est positionné dans ce créneau-là, je pense qu'on peut survivre, puis on pourrait grossir quand même un peu, mais garder notre créneau. Mais un des enjeux, moi, je pense, c'est par exemple, à un moment donné, on pouvait relever de la SODEC comme pour le financement, puis en cinéma, tu peux pas relever de la SODEC et des conseils des arts. C'est l'un ou l'autre, conseil des arts et lettres ou la SODEC. Puis je me suis dit, à un moment, c'est mieux qu'on soit avec le Conseil des arts, quand même, parce que la SODEC, ils ont peut-être, je sais même pas s'ils ont plus de moyens, je sais même peut-être pas, mais ils avaient une manière de penser, disons, c'est la Société de développement des industries culturelles, fait que c'était quand même plus industrie culturelle, alors que moi, je veux vraiment qu'on se situe du côté de l'art, tu sais, fait que le fait d'être dans le Conseil des arts, je pense que ça nous donne, parce que le Conseil des arts, ils veulent quand même qu'on fasse des revenus autonomes, ils veulent quand même qu'on développe des publics. Je suis d'accord. Je veux pas justement qu'on reste juste dans l'entre-soi. Mais on échappe quand même à une espèce d'idée de... Je suis moins stressée, même si il faut prouver tout le temps notre pertinence, mais je suis quand même moins stressée. J'aime beaucoup relever de ce type de structure-là, disons. Une différence aussi avec les grosses plateformes comme Netflix, c'est que vous mettez beaucoup de l'avant votre équipe de curation, comme tu l'expliquais avant. Et ça, même des plateformes comme Mubi ou Criterion, qui sont très prestigieuses et qui jouent sur un catalogue justement de curation aussi, où tous les mois on va avoir le mois thriller, le mois Ozu, par exemple, on n'a pas cette mise de l'avant de l'équipe de curation. On ne sait pas qui choisit les films finalement. Pourquoi chez Tank c'est aussi important d'avoir le nom de la personne qui a choisi le film et peut-être la raison aussi. Pourquoi vous avez développé ça? Encore une fois, le modèle avait été développé par Tank France. Eux, ils le développaient beaucoup dans cette question de justement un peu anti-algorithme, recommandations humaines, portées par des êtres humains. Tu sais, c'est vraiment de la résistance dans notre ère. Ouais. Mais tu vois, comme là, je suis en train d'écrire un article, puis je me rends compte à quel point pour moi, ça concorde ou ça résonne énormément avec cette idée de... Je pense que ce qui me choque le plus, c'est la fausse neutralité des processus. Fait que je pense que, justement, qu'on dit « Ah, un chef-d'œuvre » ou « Ah, il a été sélectionné en festival » ou... Quand tu commences à être un peu dans le milieu, tu te rends bien compte qu'il y a des affinités, qu'il y a des familles, qu'il y a des amitiés, qu'il y a des gens qui donnent, tu sais, que scratch my back, scratch yours, là, cette espèce de retour d'ascenseur un peu, il y a quand même ça, qu'on le veuille ou pas, tu sais, puis c'est de l'informel aussi. Fait que moi, on dirait que je le prends complètement à l'inverse, je me dis,
nous, on est dans l'informel aussi, parce que quand on va chercher comme programmateur Simon Galliero, qui est avec Hors-Champ, qui est dans ce type de cinéphile-là, bien, on endosse. On choisit cette personne-là avec qu'est-ce qu'elle représente. Quand on choisit d'aller chercher Richard Brouillette, qui a tout un rapport au cinéma puis à l'histoire, ben c'est Richard Brouillette qui vient avec son bagage. Quand on choisit justement Julia Mine, ben on sait qu'elle est chercheure dans les questions féministes, puis c'est ça qu'elle porte. Fait que les gens, mais aussi, je trouve ça important. Fait qu'on voit un peu comme les réseaux affinitaires, les amitiés, la circulation d'idées, la circulation de partenaires aussi qui est là. Puis ça fait longtemps qu'on travaille avec le FIFEC, ça fait longtemps qu'on travaille avec tel organisme. Donc, on voit un peu ces choses-là se développer. Mais je trouve ça aussi très important, c'est ça de montrer que ces choix-là ne sont pas parce que la qualité, tu sais, comme une espèce de valeur intrinsèque, là, c'est la qualité qui sort, puis là, c'est ça, c'est des 100%, c'est des palmes d'or. Non, c'est des films choisis par des êtres humains qui ont aimé ça, puis qu'ils ont découvert aussi par hasard. Tu sais, moi, justement, dans mon rapport cinéphilique, qui est un rapport absolument pas d'écumage, là, tu sais, je vais pas... Moi, je suis assez anxieuse socialement, je vais pas beaucoup dans les festivals, je vais pas dans les réseautages, je vais pas dans les... Il y a plein d'événements que je vais pas, tu sais, alors que je devrais faire ça. Il y a beaucoup de films que je vois par hasard, que je vois parce que je suis tombée sur telle affaire, parce que j'ai eu tel intérêt, parce que j'ai creusé telle chose. Fait que c'est vraiment beaucoup de hasard qui fait que des films existent ou n'existent pas. C'est pas juste la qualité. Fait qu'on dirait que je veux rendre les processus puis les structures transparentes ou visibles. En fait, c'est comme je veux rendre la tuyauterie visible pour que les gens comprennent puis conçoivent un peu d'où viennent les films, d'où viennent... Ça aussi, c'est politique. Après ça, combien de gens vont comprendre ces choses-là? Probablement pas tant que ça, puis c'est pas non plus le but. Mais pour moi, il y a cet élément-là est assez primordial parce que je pense que pendant longtemps, j'ai trouvé ça tellement opaque puis tellement douloureux de voir un peu ce monde. Puis je pense qu'en histoire de l'art, mettons dans l'art visuel, il y avait un article très, très bon là, qui dit pourquoi Why there are no great female artists, un article assez comme canonique là, dans l'histoire de l'art féministe. Puis j'avais lu ça, puis j'étais comme « Ah, mon Dieu! C'est politique, il y a des rapports de pouvoir, il y a des rapports politiques, il y a des rapports économiques, puis c'est comme, arrêtons de penser que les choses sont naturelles, puis que le talent émerge, puis que le génie est là, puis qu'il y a des gens qui, non, il y a de la reproduction de rapports de classe, de domination, des rapports sexistes, des rapports économiques, ce n'est que ça tout le temps. Fait que moi, j'ai envie tout le temps de parler des rendre visibles. Ouais. Ça me fait penser à un article que j'ai posté par rapport à cette équipe de curation. Moi, j'ai l'impression que quand je vais sur Tank, par exemple, quand je vais sur Netflix, c'est vraiment personnalisé pour moi. C'est la plateforme qui a décidé qu'est-ce que moi je vais regarder, en tout cas en fonction de mes goûts, en fonction de tout ça. Alors que Tank, c'est plutôt l'inverse. C'est qu'est-ce que Tank va me proposer plutôt, mais pas en fonction de mes goûts, mais qu'est-ce qu'ils ont préparé pour moi, on va dire. Et comment vous interprétez, en tout cas, vous organisez cette relation avec votre public, vu qu'il n'y a pas d'algorithme et de préférence pour les personnes, personnalisées plutôt. Comment vous voyez votre utilisateur? Ben justement, tu sais, on le voit à l'inverse, donc, dans cette idée d'éclatement. Pas de cases, pas d'idées préconçues sur qu'est-ce que les gens veulent, pas de tu aimes ça, donc tu vas aimer ça. On est vraiment dans chaque semaine. Il y a comme un dénominateur commun, là, un peu très démocratique, là, comme voici les œuvres que l'on propose. Après, on a des axes, puis on organise le site de façon à ce que ça soit vraiment, c'est l'éditorialisation, puis c'est des axes de programmation. Fait qu'on a comme des événements de programmation. On a ce qu'on appelle les fragments d'une œuvre, donc des rétrospectives. On a les escales, ce que j'aime le plus faire. Parce que là, c'est 5 films où, la même semaine, on a 5 films qui répondent à des enjeux. Puis ça, c'est vraiment le fun parce que c'est vraiment le terrain de jeu de programmation de la direction artistique qui est le plus fun. Mais c'est le fun aussi d'aller avec les recommandations des programmateurs, programmatrices, mais là, tu es plus en train de faire ta grille en fonction de « Ah, ben cette semaine, moi, j'aime ça tout le temps me faire des genres de petites... correspondance, OK. Quoi, y a-t-il des films de correspondance que les gens ont? OK. Puis là, j'essaie de voir en voyant les propositions de tout le monde s'il y a des choses qui résonnent un peu, mais ça reste plutôt 5 propositions un peu éclatées, un peu bigarrées. Mais là, quand on a les escales, ça, on peut décider. Par exemple, on va voir venir justement les élections américaines. Qu'est-ce que le documentaire dans le temps long peut nous permettre de dire sur cet événement-là? On peut aussi inventer des choses carrément, puis demander à des intellectuels, à des philosophes, à des journalistes, à des gens qui ne sont pas dans le cinéma, puis de penser des programmations avec eux, elles et eux. Puis ça, c'est vraiment très, très chouette aussi. On peut penser... on a vraiment comme une espèce de super terrain de jeu pour ça. Puis c'est 5 films qui sont mis
en résonance. Après, il y a plein de frustrations par rapport à la négociation des droits, parce que là, on veut vraiment avoir quelque chose qui se tient, puis souvent, il faut faire beaucoup de deuil. Mais ça, c'est vraiment très plaisant. Puis après ça, il y a l'infolettre éditoriale où est-ce que là, il y a le texte qui est signé par le programmateur-programmatrice qui accompagne le film. Fait que ça, c'est comme un peu ce qui guide le spectateur-spectatrice dans la découverte de l'œuvre. Puis après, il y a aussi l'infolettre que moi, j'utilisais beaucoup quand je la rédigeais comme une manière, moi, de m'approprier les œuvres qui ont été choisies par d'autres pour, après ça aussi, refaire un autre porte d'entrée. Fait qu'il y avait il y a plusieurs portes d'entrée au film. La grille, quand on arrive, les visuels, les infos techniques, les infos biographiques autour des cinéastes, les avis des programmateurs, programmatrices, l'infolettre elle-même, les posts sur les réseaux sociaux, tout ça. Fait qu'il y a comme plusieurs manières de peu accéder à l'œuvre, les bandes annonces, tout ça. Puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à ça? Ah oui, c'est qu'on essaie aussi d'avoir un genre de... En tout cas, moi, ça m'intéressait d'avoir un peu un dialogue avec les abonnés. Fait que là, Tank France avait développé un outil qui est l'avis des abonnés. Fait que maintenant, on peut rédiger des petites critiques si on veut. Je sais pas, c'était mis en place quand moi, je suis partie en congé de maternité. Fait que je sais pas si les gens l'ont beaucoup utilisé. J'ai l'impression que pas beaucoup, c'est un peu comme des commentaires, tu sais. Mais ça, pour moi, c'était quand même assez précieux. J'avais comme le goût que les gens puissent l'utiliser comme carnet de notes ou, tu sais, se référencer des films. On peut, aussi sur notre profil, on peut avoir des listes, tout ça. Puis, on essaie de faire aussi des programmations, mettons une fois par année, ou je pense 2 fois par année, je sais plus, mais de demander aux abonnés qu'est-ce qu'ils ont envie de voir. Ça, je trouve ça vraiment le fun aussi. Puis, c'est un peu, c'est pas plate, mais des fois, c'est plus des cinéastes qui vont nous dire des films ou des gens qui ont travaillé sur des films qui vont nous les proposer. Mais des fois, j'ai vraiment le goût que ce soit les abonnés, même s'ils sont pas... Ils savent pas nécessairement quel film ils veulent voir, mais s'il y a des thématiques qu'ils auraient envie de voir abordées ou tout ça. Fait que ça, on essaie d'avoir un... Ou aussi, à un moment donné, j'essayais de faire le top 5, que les gens me disent c'est quoi les films qu'ils ont le plus aimé puis qu'ils voudraient revoir sur la programmation. Fait qu'essayer d'avoir un espace, mais c'est sûr que moi, genre, je rêverais d'une communauté un peu comme à Criterion, où est-ce que les gens, tu sais, s'approprient les films, qui en parlent entre eux. On avait fait un groupe sur Facebook des amis de Tank, puis il y avait comme un monsieur qui écrivait genre des super textes là, sur les films. Ça, genre... Moi, j'aimerais ça, là, que les gens fassent plus ça. Les abonnés aussi peuvent envoyer des films. Mettons, si tu as aimé un film, tu peux l'envoyer gratuitement à des gens. Fait que ça, c'est le fun. Il y a comme, je pense que c'est 1 fois par semaine que tu peux envoyer un film gratuit. Fait que je veux qu'il y ait vraiment cet aspect-là. Puis sinon, moi, il y avait comme un truc que je voulais full développer. Peut-être qu'on va réussir à le faire. Mais moi, je me rends compte que mon rapport, justement, au film, souvent, c'est très moody. Genre, c'est vraiment selon des humeurs. Tu sais, des fois, je suis comme... J'ai besoin de canaliser ma colère politique. Genre. Des fois, j'ai besoin de vivre un moment nostalgique. Des fois, j'ai vraiment besoin de quelque chose d'extrêmement intime. Des fois, j'ai besoin... Tu sais, j'ai vraiment des sentiments. Puis c'est ça, beaucoup qui va aller guider mes choix de films. Fait que j'avais le goût de faire un genre de loterie, pas de loterie, mais de genre de grille où tu pouvais choisir comme ton émotion puis comme que ça nous guide vers des films. Mais on l'a pas encore mis en place. Mais en tout cas, ça, c'est un petit projet que j'avais le goût de faire, mon objet de recommandation sentimentale. Là. Mais je sais pas, peut-être qu'on va faire ça. J'adore l'idée. Je te file trop, je fais pareil. Et je me demandais comment est-ce que ça se négocie les droits d'un film. Est-ce que vous avez quelqu'un qui est spécialisé à Tank? Parce que j'ai l'impression que surtout quand on a fait des études de cinéma, on sait pas faire ça. Enfin, on n'apprend pas ce genre de choses. Donc, comment ça se passe? Oui, complètement. Puis encore une fois, ça, on a eu vraiment énormément d'aide grâce à Tank France parce que eux, ils avaient déjà... Quand nous, on s'est lancé en 2020, ça faisait 4 ans, je pense, qu'ils étaient lancés. Fait qu'eux, ils avaient 4 ans de négociation des droits derrière la cravate. Puis ils avaient travaillé avec beaucoup de distributeurs, dont des distributeurs québécois. Fait que les gens connaissaient déjà beaucoup les termes des licences, comment fonctionnait Tank, les montants, tout ça. Fait que là, quand nous, on est arrivés, c'était ma collègue Florence qui était en charge de ça. Puis, dans le fond, la majeure partie, c'est faire la recherche. Je pense que le plus difficile, pratiquement, c'est de trouver, des fois, les ayants droit, parce que ça, il n'y a pas de centralisation de l'information. Tu sais, justement, filmdocumentaire.fr le fait un peu. Des fois, les distributeurs vont se débarrasser des catalogues. Des fois, ça va changer. Des fois, le film a disparu. On ne sait plus. La personne est morte. Il y a comme un des enjeux très connus, c'est Jean Eustache. Ces films étaient impossibles à avoir pendant longtemps. Je ne sais pas si vous saviez, à cause de son fils qui monte ça. Fait que des fois, il y a comme des enjeux, mettons, de pardon. On veut avoir ces films, ils veulent pas. De pardon, c'est sa femme qui gère, lui et sa femme, j'imagine, mais ils veulent pas être sur Tank. Ils veulent pas être sur une plateforme. Ça me rend bien malheureuse. Fait que des fois, on fait des genres d'offensives ou quand il y a des ayants droit qui sont plus récalcitrants, on fait un peu des pitchs. On dit, OK, on va vous appeler puis on va vous
vous vendre le projet, parce que quand ils comprennent le projet politique derrière, souvent, ils sont comme, bah, ben oui, OK. Ils comprennent, genre, de un, on fait pas d'argent avec ça. De deux, c'est pour que les films circulent. Puis de trois, c'est avec l'attention, puis l'amour qu'on porte au film parle un peu de nous-mêmes. Ça fait qu'on a eu des gros Werner Herzog, puis des gros films des fois de même, parce qu'on a réussi à comme faire genre nos opérations de charme, là, tu sais. C'est pour ça que j'arrive pas à voir de films de Depardieu. Ça, là, moi, j'ai des frustrations de même, là, comme les Wise Men aussi, c'est difficile. Il y a plein de films, genre vraiment le fun, là, que j'aimerais tellement qu'on ait, puis on n'est pas capable. Puis après ça, bon, il y a plein de gros films aussi dont les droits sont trop chers. Puis au Québec, on a une économie qui est particulière parce que les ayants droit souvent internationaux sont souvent aux États-Unis. Puis les ayants droit américains sont impossibles à avoir. Genre, leur économie n'a tellement rien à voir avec la nôtre que on donne des très petites sommes. Dans le fond, on paye des licences fixes. On a un montant pour les longs métrages, un montant pour les courts métrages. C'est ça. On a une toute petite marge de manœuvre de négociation, mais pas tant. C'est pour 2 mois. C'est non exclusif, fait que les films peuvent être partout pendant ce temps-là. Et si les ayants droit veulent, le film peut rester sur la plateforme. Et à ce moment-là, il sort de programmation, mais pour les abonnés, ils peuvent le réécouter à l'achat à l'acte. Ils payent 3 $, puis ils peuvent revisionner le film une fois. Donc, c'est à peu près 60 % de notre catalogue qui se retrouve en VAD après, en visionnement à la demande. Et ça, quand les ayants droit acceptent, à ce moment-là, on fait du 50-50, on leur donne 50 % des clics. Mais ça, c'est vraiment un modèle, parce qu'il y a beaucoup de plateformes qui fonctionnent avec le modèle revenu sharing, fait que c'est selon le nombre de clics. Ça donne des très, très petits montants parce que justement, c'est pas un film, c'est pas des médiums qui sont très visionnés. Fait que nous, c'est plutôt l'idée d'avoir un revenu, une licence fixe, peu importe le nombre de clics. Fait que puis ça nous permet aussi c'est ça, d'avoir une forme de démocratisation un peu, un genre de dénominateur commun pour toutes les œuvres. Mais en France, probablement en Europe, c'est de l'euro. Fait que là, il faut avoir des montants un peu plus élevés. Puis aux États-Unis, c'est hors de prix. Fait qu'il y a quand même beaucoup d'embûches qu'on a que Tank France avait moins parce que eux, quand c'est des distributeurs internationaux, sont souvent européens avec l'euro. Fait que ça fonctionne mieux. Fait qu'il y a beaucoup de films que Tank France a réussi à avoir que moi, j'étais comme... Je salivais, là. J'y voulais tellement, mais on pouvait pas parce que c'était Grasshopper ou parce que c'était des gros... Il y a quelques distributeurs américains comme Icarus, ou il y en a certains qui sont vraiment bien avec qui on fait affaire, mais il y en a d'autres avec qui on fait pas affaire. Puis les autres ayant droit les plus maudits, là, c'est Radio-Canada. Les télés. Les télés, là, c'est tellement... Pourtant, en France, moi, je suis assez fan. Je suis pas fan de la France de manière comme... je suis fan de la France quand même pour beaucoup de choses, mais politiquement, comment ils organisent la culture, c'est assez exceptionnel. Ils ont notamment... comment ça s'appelle la plateforme? C'est pas Arte, mais ils ont une plateforme avec toutes les archives audiovisuelles. Ah, Lina? Lina. Lina. Lina, c'est tellement hot. Tu peux voir tout. J'ai fait à un moment donné un truc sur Marguerite Duras. J'ai trouvé des trucs sur Marguerite Duras, d'émissions de n'importe quelle... C'est incroyable. C'est abordable. On peut acheter ces archives-là. Alors que Radio-Canada, il n'y a pas de système de recherche d'archives. Il n'y a pas de plateforme comme ça. Ça coûte une fortune. Ils ont des avocats qui travaillent parce qu'ils ont, mettons... au début, on avait réussi. Moi, j'avais une affaire que j'appelais dans les voûtes où je le demandais à la Cinémathèque, à l'ONF puis à Radio-Canada de nous sortir des choses, justement, des bijoux cachés que personne ne voit. Puis que je me disais, tu sais, les archivistes là, qui travaillent avec ces bandes-là, là, eux, ils ont vu des affaires puis ils se disent, je veux, tu sais, eux, ils ont vu des affaires incroyables. Fait que j'étais comme, je veux travailler avec des archivistes de ces 3 institutions-là puis qui nous donnent un peu leur coup de cœur. Avec l'ONF, on l'a fait. C'était vraiment chouette. Avec Cinémathèque, on a fait un peu, mais c'était vraiment tough aussi. La Cinémathèque, même chose, ça coûte cher. Sortir les trucs, ça coûte cher. Tu sais, les institutions, c'est des institutions. C'est cher, c'est politique, c'est difficile, c'est beaucoup. Toucher à une archive de Radio-Canada, au début, on l'a fait avec eux, puis à un moment donné, ils ont dit, il faut qu'on arrête, parce qu'on a fait un partenariat vraiment chouette, puis on a réussi, puis ils m'ont dit, non seulement ça nous rapporte 0 ce qu'on fait en ce moment, mais ça nous coûte de l'argent parce qu'eux, il fallait qu'à toutes les fois qu'ils touchent une archive, il faut qu'ils aient faire de la recherche de droit avec des avocats, qu'il faut qu'ils repayent des ayants droit parce que là, la guilde des musiciens de telle affaire, il faut le temps qu'ils fassent la recherche de droit, ça coûte une fortune.
Fait que ça fonctionne pas. Puis ça, c'est vraiment dommage parce qu'il y a des affaires incroyables que moi, je voulais de Télé-Québec, de Radio-Can. On a fait une récemment. En fait, je voulais faire une archive, une escale complète sur Radio-Canada parce que je voulais voir un peu c'était quoi les formes télévisuelles un peu flyées. Là. Tu sais, je savais que dans les années 50, il y avait de la musique concrète à télé au Beau Dimanche avec de la danse contemporaine en direct avec de la musique qui était basée sur l'aléatoire et le hasard. Non, je veux savoir, je veux voir ça. Puis là, j'avais essayé, puis finalement, on avait réussi à voir, là, ça avait été un enfer. Ben, ça avait été, je veux dire, ils étaient fins, ils essayaient de nous aider, mais ça avait coûté une fortune. On avait fait un partenariat avec un labo de l'UDM, le labo Cinémédia. Ouais. Puis, que j'aime J'y travaille, c'est pour ça. Ah oui, je les adore, eux autres aussi. Puis, heureusement, il y avait un peu de sous, vu qu'on avait pu faire ça, mais... ça coûtait une fortune, on n'avait pas réussi à avoir. Je voulais avoir le sel de la semaine avec Jack Kerouac, qui est comme un épisode mythique que tu peux avoir sur YouTube. Je voulais vraiment l'avoir parce que je l'aime tellement, cet épisode-là. Puis il voulait pas parce qu'il dînait, à un moment donné. Fait que là, à un moment donné, ils ont refusé. On dit, non, finalement, on veut pas. J'étais comme, on fait de la contextualisation. On fait attention, on fait pitcher des œuvres, là, puis en tout cas. Mais bref, fait que oui, il y a beaucoup d'enjeux avec la question des ayants droit. Puis, ben, il y a quelqu'un qui fait ça à temps plein. Pendant longtemps, c'était Florence. En plus d'être co-directrice, elle faisait ça. Maintenant, on a quelqu'un, Emmanuel, qui fait ça. Fait que c'est beaucoup de la recherche, après ça, de la négociation. Mais maintenant, je dirais que ça va de mieux en mieux parce que on a travaillé pratiquement avec tous les ayants droit au moins une fois. Fait que c'est comme un peu... Hello, c'est encore nous. Puis on achète beaucoup de films, mettons au F3M, au distributeur québécois, c'est si on achète... à un moment donné, c'est du volume aussi. Fait que les licences sont pas du tout bonnes. Là. C'est pas cher. C'est pas cher à payer. Les licences en télé, c'est des montants qui n'ont rien à voir. Fait qu'on va vraiment pas sauver l'économie du documentaire, mais vraiment pas. Mais au moins, c'est du volume. Fait que pour les distributeurs, ça reste quand même quelque chose d'intéressant. Puis là, par exemple, on vient de faire la semaine du doc qui était dans les bibliothèques publiques. Puis ça a permis aussi de faire des achats de films. Fait que on essaye de travailler aussi pour qu'il y ait des déclenchements un peu d'achats qui ramènent aux distributeurs aussi, ultimement aux cinéastes. D'ailleurs, tu parles de la semaine du doc. Est-ce que c'est une initiative que vous venez de créer? C'était la première année ou ça a déjà été fait auparavant? Non, c'était la première année. La première année. Et l'objectif, c'était donc de sortir un peu de la plateforme et d'essayer d'amener, comme tu disais, le documentaire au plus de gens possible. Donc c'était dans les bibliothèques du Québec, c'est ça, des séances de programmation? Exactement. Puis quand je disais que la France nous inspire, on s'est inspiré d'une initiative française qui s'appelle, c'est le mois du doc, eux. Puis dans le fond, Tank aussi participait avec le mois du doc. Et ils ont un organisme qui s'appelle Images en bibliothèque en France qui fait ça, justement, qui fait à la fois le mois du doc, mais qui fait aussi un peu de l'accompagnement, de la formation pour les bibliothécaires, les gens en médiathèque pour qu'ils soient formés en cinéma documentaire puis qu'ils puissent en parler. Et le mois du doc en France, c'est le mois d'octobre. Puis, on a vraiment calqué le modèle, c'est-à-dire on demande à des bibliothécaires de constituer un catalogue. Fait que moi, c'est ce que je trouvais le plus intéressant de l'initiative en France, c'est que les bibliothécaires, c'est eux qui choisissent, c'est eux qui connaissent leur public, c'est eux qui connaissent les gens, puis ça permet aussi que ce soit justement pas nécessairement notre regard sur les œuvres là, qui portent, mais vraiment d'autres spécialistes, d'autres professionnels qui ont envie d'amener ces œuvres-là aussi dans leur milieu. Fait qu'eux constituaient un catalogue, puis ensuite, ce catalogue-là est rendu disponible dans toutes les bibliothèques. Et là, les gens qui veulent organiser une projection dans leur bibliothèque peuvent sélectionner une œuvre, puis ils peuvent aussi sélectionner des courts-métrages à mettre devant les longs-métrages. Donc, c'est vraiment un super projet qu'on a eu. Dans le fond, ça, c'était un projet qui était... c'est un appel à projet de la SODEC qui s'appelait... développement de public, je pense. Fait que la SODEC essayait de voir un peu des initiatives structurantes pour aller... Parce qu'eux aussi le voient, au Québec comme au Canada, il y a vraiment un enjeu de développer des publics parce qu'ils savent que les gens sont en ligne, ils savent que les gens sont sur des plateformes, puis pas des plateformes canadiennes ni québécoises. Fait que c'est beaucoup cette idée de comment faire pour aller rechercher des publics, en développer, les fidéliser, leur faire voir du documentaire québécois, tout ça. Fait que c'est dans le cadre de cet appel à projet-là qu'on a pu lancer cette initiative-là. Et là, il faut trouver une manière de la refinancer pour l'année prochaine parce que c'était un financement comme d'une fois. C'était pour faire un ballon d'essai un peu. Puis comme ça a super bien marché, là, il y a eu comme plus que 40 projections. Les bibliothèques ont vraiment répondu présent. On avait Fanny Pelletier, justement, une cinéaste qui, elle, a piloté le projet vraiment de main de maîtresse. Ça a vraiment bien été. Fait que on est super contents et fiers et on aimerait ça le relancer, mais à voir comment on va réussir à le faire financer.
Mhm. Et est-ce que vous profitez un peu de... Parce que aujourd'hui, ce qui est un peu étonnant avec le documentaire, c'est que tu dis, mais tout le monde dit un peu que le documentaire, c'est compliqué, les personnes en regardent et tout. En tout cas, il n'y a pas assez de monde qui en regarde. Alors pourtant, le documentaire est partout. Moi, j'ai l'impression, à la télé, mais aussi sur Netflix, où leur offre documentaire est... c'est ce qu'ils produisent le plus, j'ai l'impression, avec leurs séries True Crime, les séries documentaires sur des événements historiques, sur des artistes. Ils en produisent tout le temps. Est-ce que vous observez à Tank cet engouement pour le documentaire, en tout cas une espèce aujourd'hui de nouveau souffle, ou comment vous percevez un peu cette évolution-là grâce aux plateformes? Ben, tu sais, quand on montait, par exemple, notre plan d'affaires ou tout ça, je regardais les chiffres, justement, puis j'étais comme, ah oui, tu sais, les gens visionnent vraiment beaucoup de documentaires, puis justement, tu sais, Netflix en propose, tout le monde en propose, mais c'est que ça n'a tellement rien à voir. Qu'à la limite, je sais pas si... Je le sais pas, parce que j'ai pas fait l'étude poussée, mais j'ai l'impression presque que ça peut peut-être un peu desservir. Parce que des fois, les gens s'attendent à avoir ce genre de contenu-là, puis ils sont comme, ben voyons, tu sais, ils comprennent pas. Fait que c'est pour ça que la question, tu sais, pour moi, c'est presque un appauvrissement, cette espèce de surenchère de production. Parce qu'à un moment donné, là, j'ai vu à Télé-Québec, parce que ça fait longtemps qu'on n'a plus de télé à la maison, fait que je sais pas, j'avais vu, je sais plus comment, dans quel contexte, je sais pas exactement qu'est-ce qu'ils font les télés, puis comme je disais que je suis pas super zélée dans, tu sais, je me regarde pas nécessairement à jour dans tout, mais j'avais vu à Télé-Québec, c'était l'heure du doc, puis c'était genre une affaire de vétérinaire avec une perruche, c'était comme un monsieur, on suivait genre un vétérinaire dans sa clinique vétérinaire, comme, je me rappelle, il me semble que c'était genre doublé. Puis j'étais comme, c'est l'heure du doc, c'est ça leur heure du doc, un truc sur un... Puis tu sais, c'est Télé-Québec. Vraiment, je pensais que c'était une blague. Fait qu'il y a comme une espèce de... Je sais pas si ça... Je pense pas que ça va chercher le financement, justement. Heureusement qu'il y a les conseils des arts qui existent après les financements des conseils des arts, c'est minime, pour faire du documentaire de création. Parce que moi, je fais un film en ce moment, justement, puis un documentaire de création, puis si je le sais, c'est quoi les budgets. Moi, je fais un documentaire minimal. J'ai filmé le 3/4, j'ai eu un directeur photo pour un peu de tournage, j'ai fait mon son, là, j'ai une monteuse, mais tu sais, genre vraiment, là, ça ne pourrait être plus minimal. Puis je me rends compte à quel point ça coûte cher rapidement. Tu sais, bon, je l'ai fait en pellicule, il y a quand même ce petit enjeu-là, mais même à ça, j'ai vraiment pas d'équipe. Tu sais, je suis vraiment au... Ça coûte cher quand même faire du cinéma, tu sais. Fait que je sais pas, est-ce que ça vient chercher dans ces créneaux-là? Je pense pas. Les conseils des arts, non. C'est sûr que non. Mais il y a quand même... probablement que le FMC ou que les grosses trucs de subvention vont dire, oui, on a fait du documentaire, puis c'est beaucoup du documentaire télé ou du documentaire très, très formaté. Fait que je sais pas, c'est ça. Je pense pas... Est-ce que ça joue pour ou contre nous? Moi, dans mon cerveau à moi, j'ai l'impression que ça joue peut-être un peu, puis que ça rétrécit encore plus ou que ça vient encore plus biaiser cette question-là de c'est quoi du documentaire d'auteur. D'où, je me rappelle pas si j'ai lu ça dans vos questions ou peut-être pas, peut-être que oui. La question du terme. Moi, ça fait depuis le début de Tank, je suis comme, ça marche pas. Faut trouver un autre terme, tu sais, puis je sais pas, ça serait quoi, ce terme-là. Surtout que c'est devenu un peu le terme fourre-tout pour mettre tous les films qui sont pas des films de fiction hégémonique, quoi. Tout ce qui expérimente, on dit c'est documentaire. Ou expérimental, d'ailleurs, parfois. Oui, ouais. Puis c'est problématique parce que, mettons, cet enjeu-là, tu sais, puis je vais souvent dans les... genre 1 à 2, 3 fois par année dans des classes de cinéma ou dans des classes à l'université pour parler de Tank. Puis c'est du monde en cinéma, en communication, tu sais, des gens qui sont... puis je leur demande, mettons, documentaire d'auteur, puis ils savent pas. Puis ils ont étudié là-dedans. Fait que je suis comme, OK, il y a vraiment un enjeu, là. Il y a un enjeu autour du terme, il y a un enjeu autour de faire de l'ordre dans... c'est quoi la différence entre le portrait un peu télévisuel d'un personnage un peu drôle qui passe à la Télé-Québec, mettons, qui est bien, mais tu sais, c'est pas nécessairement du documentaire d'auteur versus une forme essai versus un film d'archives versus... Il y a tellement de choses, il y a tellement de types de production, puis comme tu dis, dans le fond, c'est que la catégorie fiction, elle semble tellement balisée par rapport à cette immense autre catégorie-là. Moi, j'aime bien le terme cinéma du réel, cinéma au pluriel, tu sais, je suis comme, oui, c'est des cinémas du réel. Puis, parce que nous, justement, on a mis de l'animation, on a mis des films non narratifs, on a de l'expérimental, on a des documentaires audio, on a des documentaires audio qui sont pratiquement que musicales, genre, ou comme, tu sais, de bruitisme. Tu sais, c'est tellement des affaires différentes. Je suis comme, mais ça peut pas, c'est pas du documentaire d'auteur. Il y a plein d'affaires que c'est pas tant du documentaire d'auteur, c'est comme autre chose. Fait que je sais pas, c'est du cinéma, mais c'est du cinéma avec des matériaux pioché à travers à même le réel, mais des fois non aussi. Fait que
Ben, C'est long comme étiquette. Ouais, je sais. En tout cas, je sais pas si vous avez déjà, comme, tu sais, vous penchez là-dessus avec vos invités ou vous-même dans vos propres... Tu sais, est-ce que vous avez pensé à un autre terme ou à... C'est pour ça qu'on a appelé notre podcast Qui relève du document, parce qu'on voulait pas dire documentaire, on voulait plutôt regarder le degré documentaire dans les films, parce qu'on a cette idée que justement c'est très poreux, et en fait même dans des films de fiction, il y a des degrés de réel finalement et documentaire. C'est pour ça qu'on avait fait Boyhood notamment, où Boyhood, avec son système de production, avait documenté le passage du temps sur 12 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Et puis je crois que c'est Rivette qui a une phrase un peu comme tous les films sont le documentaire de leur tournage de toute façon, donc Si tu pars de là... avec ta pirouette tu t'en sors, et puis en fait tous les films sont documentaires à un certain degré finalement, parce que ça relève du document d'une époque. Quand tu regardes un Hitchcock, t'as aussi un instantané de cette époque-là, de comment on faisait du cinéma aussi à cette époque-là. En fait, t'as toujours un degré documentaire, c'est ça comme tu dis dans le cinéma, mais je crois que c'est des questions qui ont toujours existé, je pense. Je crois que c'était Godard qui en parlait justement, où à un moment donné, il y avait besoin d'écrire sur le programme télé, documentaire ou fiction, et puis ils ont dit, c'est là qu'ils ont inventé le terme en fait. Parce qu'il fallait différencier le documentaire de la fiction. Mais je crois que c'est toujours une catégorie qui a été inventée par des gens qui devaient vendre des films, plus que des gens qui les regardaient. Ce que je trouve intéressant, pour revenir un peu à ce que tu dis, par rapport au documentaire au Québec, c'est que, d'ailleurs, ce que tu as dit au tout début, d'ailleurs, que le fondateur de Tank t'a dit, il n'y a pas tant de culture, c'est qu'il y a quand même une histoire très présente du documentaire au Québec, enfin le documentaire direct, c'est ça cinéma direct, Le cinéma direct, pardon, a quand même été vachement développé au Québec. Même encore aujourd'hui, on a interviewé Philippe Bouchard-Cholette, du cinéma public, qui nous a dit que dans les films qui étaient le plus vus cette année au cinéma public, c'était des films documentaires. Donc j'ai l'impression, mais peut-être qu'elle est fausse parce que j'ai pas regardé d'études, qu'au Québec, il y a quand même toute une culture du documentaire qui existe. Et puis cette confusion aussi, je pense qu'elle vient que le cinéma direct qui a totalement infusé toute la production, parce que les reportages télé, c'est du cinéma direct, en tout cas ça reprend l'esthétique cinéma direct. Même aujourd'hui les vlogs, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, c'est une forme de cinéma direct aussi, donc je pense que ça a participé à cette confusion totale il y a plus de, en tout cas à brouiller la frontière entre les deux encore plus qu'avant, j'ai l'impression. Ouais, vraiment. Vraiment, vraiment. Puis je pense que, oui, il y a définitivement une sensibilité québécoise pour le documentaire. Puis je pense, parce que c'est drôle justement, parce que j'avais écrit un texte sur Pierre Perrault pour Séquence, parce qu'on a fait un fragment autour de Perrault. Puis Perrault, mettons, nous, on se l'est fait beaucoup, beaucoup enseigner. Puis la question du cinéma direct, justement, c'est vraiment au départ. Puis moi, Perrault, même si je voudrais, je suis pas capable d'en revenir. Je l'aime encore. Puis dans mon texte, je me rendais compte, j'étais comme, je pensais que j'étais libérée de Perrault, mais non. Il y a quelque chose, je sais pas, parce que c'est tellement dans comment on s'est mis au monde comme peuple. C'est tellement une manière, c'est comme si le fait qu'on ait réussi à tourner une caméra pour se regarder vivre, puis qu'on s'est regardé vivre dans cette proximité de langage, de sensualité, de rapport au territoire, à l'espace, au fleuve, ça a tellement été gros comme choc. Puis j'ai l'impression que c'est pour ça qu'on n'est pas capable d'en revenir. Puis je pense qu'on est tellement encore colonisé comme peuple. Je pense qu'il y a vraiment comme un enjeu encore très grand d'identité là, culturelle. Puis une identité culturelle, en plus, dans une époque où est-ce que les identités culturelles partout sont compliquées. C'est compliqué partout, tout le temps. Puis on est des peuples aussi de migration, mais comment exister sur un territoire donné? Puis, mais cette mise au monde-là d'un peuple, elle est encore présente. Puis je pense, mettons, moi, je trouve que j'ai envie de faire du cinéma parce que je ne sais pas comment vivre. Puis c'est pour ça que j'aime le cinéma, parce qu'on dirait qu'il m'apprend à vivre un peu. Ou la littérature, j'ai l'impression que de rentrer dans la tête des gens, dans les mouvements des gens, je suis comme, OK, c'est comme ça qu'on vit. Genre, je fais de l'ethnographie tout le temps de l'humanité pour comprendre comment vivre. Mais j'ai l'impression qu'au Québec, on fait beaucoup de documentaires parce qu'on veut savoir comment vivre, qui on est, comment on vit. Puis, ouais, il y a définitivement puis aussi, dans la qualité de la production cinématographique documentaire au Québec, par rapport même au Canada anglais, il y a des belles choses qui se font dans le Canada anglais, mais le dynamisme au Québec a comme pas rapport, là. C'est vraiment intense. Il y a beaucoup de cinéastes documentaires. Puis je pense que c'est, tu sais, justement, il voulait avoir la reconnaissance pour la suite du monde comme un truc de l'UNESCO, tu sais, puis on en revient toujours à Perrault, puis on en revient toujours à ça. C'est vraiment parce que c'est le début d'un monde, c'est le début d'une manière d'être, c'est le début de se reconnaître, puis d'être. Puis c'est pour moi, le cinéma documentaire, c'est vraiment un acte de reconnaissance, là. Puis c'est pour ça que c'est un art
des marginalisés, des non-vus, des non-reconnus. Tu sais, pour moi, c'est comme c'est des vengeances ou des revanches sur les dominants, le cinéma documentaire. Tu sais, puis je pense qu'au Québec, c'est beaucoup ça. C'est pour ça que peut-être que c'est si fort, mais oui, définitivement, il y a quelque chose, il y a une exceptionnalité québécoise curieuse, là, ou une obsession curieuse pour le documentaire. Puis ce qui est intéressant, c'est que le cinéma direct, c'était aussi transnational. C'est que c'était États-Unis, Québec, France, parce que Michel Brault, qui faisait avec Pierre Perrault, c'est lui qui tourne Chronique d'un été après, avec Edgar Morin, quelques années après. Ouais. Donc il y avait aussi, c'est à la fois très important au Québec, mais en même temps déjà cette idée de... ça se passe en même temps à deux endroits différents et on va s'entraider. En tout cas, on va faire des connexions entre nous, comme Tank aujourd'hui. Complètement, ouais. Puis je trouve ça rigolo comment, parce que moi je viens de Suisse, et des petits milieux culturels, parce que la Suisse aussi, en vrai, il y a pas mal d'histoires du documentaire. Roussopoulos, mais d'autres personnes aussi. Et avant, quand tu parlais des liens entre ces femmes réalisatrices, tu as aussi cité la Suisse. Et je trouve ça rigolo, ces petits milieux culturels qui se tournent vers le documentaire. J'ai pas d'études sur ça, mais je voulais relever que c'était rigolo. Oui, effectivement, c'est un geste de résistance, à mon avis, d'un moment où... Quand tu es féministe, tu veux filmer aussi ton combat, tu veux prouver que tu existes. Je pense que quand tu as aussi cette idée d'émerger à l'époque en tant que classe sociale ou en tant que groupe résistant, donc je pense que le documentaire vient aussi comme un geste comme ça aussi. Est-ce que toi, tu avais d'autres questions, Lydia ? Non, moi, je pense qu'on a fait un super tour. J'ai appris plein de choses, en vrai. Je suis hyper contente sur tout ça. Donc maintenant, on va passer à nos recommandations de fin d'épisode traditionnelles. Vas-y, Ludie, commence. Super, je commence. Et du coup, je vais en faire 2. En premier, je vais recommander Grandmama Out Sister Cat, qui est du coup sur Tank, qui est un court-métrage... super, qui est très drôle et qui est vraiment, c'est du plaisir du cinéma. Elle s'amuse avec ses images, c'est vraiment génial. C'est du montage d'images d'archives. C'est du montage d'images d'archives. Entre le son et l'image, il y a beaucoup de elle s'amuse avec. Enfin bref, c'est super, c'est étonnant. Je pense que j'avais jamais vu un truc comme ça quand on l'a vu. Donc je recommande chaudement de voir ce film. Et je recommande aussi un livre que je viens de terminer qui s'appelle Le conflit n'est pas une agression de Sarah Schulman et qui est un essai qui réfléchit justement la distinction entre un conflit et une agression et la rhétorique qu'on a à appliquer systématiquement tout conflit en disant c'est une agression. Et bref, ça remet plein de choses à leur place. Donc tout le monde doit lire ce livre. Lisez-le, c'est vraiment super. Moi aussi, je vais recommander un film sur Tank qui est I'm Not Everything I Want to Be, dont on avait parlé dans notre top 2024, donc sur la photographe, je me rappelle plus son nom maintenant, mais sur une photographe, et le film, donc c'est juste une succession de ces images avec son journal intime en voix off, et c'est vraiment... Bon, on avait déjà parlé dans l'épisode top de 2024. Allez écouter notre top. Si jamais vous voulez notre avis dessus, mais c'était super. Et sinon, je vais recommander un autre film qui est en ce moment au cinéma ici, et je crois sur Arte en France, qui est Soundtrack to a Coup d'État, qui est vraiment top, qui donc retrace plus ou moins la guerre de décolonisation au Congo, mise en parallèle avec tout le mouvement du jazz américain des années 60, et donc les parallèles éventuels qui peuvent se créer, parce que notamment la CIA a essayé de tuer plusieurs fois le leader Lumumba, merci, lors d'un concert de Louis Armstrong. Donc ils organisaient des concerts de Louis Armstrong pour aller tuer des gens en Afrique. Et donc le film cherche plein de parallèles en tout ça, et c'est vraiment un super travail de montage alterné entre le jazz, la musique, l'histoire, l'ONU aussi. Il y a beaucoup de passages à l'Assemblée Générale de l'ONU. Donc un très bon film, et que vous pouvez compléter avec Cold Case à l'ONU, dont on a parlé, qui bizarrement reprend juste après que le film termine. En fait, écoutez tous nos épisodes et puis vous irez bien. Wow, mais c'est drôle parce que moi et mon chum, on n'arrive pas à aller au cinéma ensemble à cause des enfants, puis on s'est dit qu'on voulait trouver une gardienne pour aller le voir ensemble, parce que les deux, on trippe trop sur le jazz, genre tout ça nous intéresse beaucoup trop, fait qu'on est comme là, ça, on a le droit, on va se trouver un moment pour aller au cinéma le voir. Mais moi, c'est ça, je suis comme vraiment... C'est vraiment plate mes recommandations parce que c'est comme mes mêmes obsessions de tout le temps, mais parce que je suis en train de travailler sur un film, puis ça, c'est notamment dans la forme du Diaries, comme des journaux filmés de Jonas Mekas. Fait que je suis en train de lire ça s'appelle Interviews, puis c'est un livre d'interviews de Jonas Mekas sur plusieurs années. Puis ça me touche trop. Je l'aime tellement, cet être. Fait que je suis bien émue, mais c'est ça fait tellement partie de mes... Ça fait genre des années que je suis obsédée par Jonas Mekas, fait que Rien de nouveau sous le soleil, puis encore moins Rien de nouveau sous le soleil, un film que j'ai vu
En tout cas, parce que ma fille s'appelle Pauline, puis je l'ai appelée Pauline à cause de Pauline Julien, qui est une chanteuse québécoise. Et on était au chalet en fin de semaine, puis pendant Pâques, et je voulais absolument que ma fille, elle a 3 ans et demi. Mais je voulais qu'elle écoute le film que Pascal Ferland, une cinéaste québécoise que j'adore, a fait sur Pauline Julien à l'ONF il y a quelques années déjà, que j'avais vu avec mon chum, puis j'avais pleuré pendant genre des heures après le film. Là. C'est vraiment terrible. Puis je l'ai fait écouter à ma fille qui a 3 ans et demi, à ma belle-fille qui a 11 ans, puis mon beau-fils qui a 10 ans. Fait qu'on a écouté ça le soir, un documentaire sur Pauline Julien, qui est un personnage des années 60-70, politique et avec de la chanson. On a écouté un docu en famille comme ça, puis ma fille de 3 ans et demi, elle a super gros aimé ça. Ils ont vraiment trippé. Les enfants nous ont posé 1 million de questions sur l'histoire du Québec, sur l'histoire politique. Ça l'a vraiment... Je pensais pas, je me dis, ils vont trouver ça plate ou ça marchera pas. Ça a été vraiment, là, Mathilde, la grande, là, mon Dieu, elle a trippé sa vie, puis je me disais... J'essaye de faire ça, des fois, d'écouter on écoute quand même beaucoup de docus, je les amène au cinéma, même voir des documentaires. J'essaye vraiment d'amener les enfants à voir du documentaire. Mais là, 3 ans et demi, c'était une première fois. Quoique non, je l'avais amené voir à hauteur d'enfant un film documentaire sur des enfants en me disant que ça allait marcher pour elle, puis elle avait bien aimé ça, mais elle avait parlé pendant tout le Q&A à la fin. Mais ouais, ça a été un gros coup de cœur. C'est un film qui date un peu, mais que j'adore. Fait que... Comment il s'appelle, c'est le nom? Ça s'appelle Pauline Julien, intime et politique. Merci. Ah bah génial, j'aime bien Pauline Julien. Ça Sur reprise l'ONF. de Une sorcière comme les autres avec Anne Sylvestre. Trop beau. Je viens de penser, il y a aussi le film d'Eileen Gockman. Ah oui, qui est sur Tank aussi. Sur Tank, dont on avait fait une entrevue il n'y a pas si longtemps. Voilà, tout est lié. Bon bah je pense qu'on a bien fait le tour. Merci beaucoup merci, Naomi. c'était le fun de faire ça. On dirait que là, super. je retourne à Tank dans moins d'1 mois, fait qu'on dirait que ça me remet dans le bain. Je suis prête à retourner travailler. Let's go. Et merci à tous. Et on se voit donc dans 2 semaines pour le prochain épisode critique qui sera sur Grand Theft Hamlet, normalement. Youpi.